Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans la pharmacie Félix Faure pour cette table ronde sur la thématique pharmacie, crise ou renaissance. Alors on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a des profils très variés, autant des pharmaciens titulaires que des étudiants, futurs pharmaciens, transactionnaires, comptables, professionnels de santé, pour un moment d'échange et de réflexion collective sur l'avenir de l'officine. Dans un contexte qu'on connaît tous, de tensions économiques, humaines, organisationnelles. Voilà, la pharmacie est à la croisée des chemins et c'est ça qui a initié l'envie de cette table ronde. Vous les connaissez, les thématiques, baisse des remises sur les génériques, marge sous pression, difficultés à recruter, attentes nouvelles aussi des patients et pas que des patients, des collaborateurs. Donc la question, c'est comment la pharmacie finalement peut se réinventer, peut évoluer dans ce contexte. Et c'est ce qu'on va tenter d'éclairer tous ensemble ce soir. Alors, notre objectif ce soir, c'est de concilier sens et rentabilité, humanité et performance, et d'imaginer ce que pourrait être l'officine de demain. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous, autour de la table, un bel éventail d'expériences, des pharmaciens de terrain, parfois aux multiples casquettes, des experts, des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des acteurs de l'écosystème officinal. Ils vont nous proposer différents modèles émergents, différentes idées, et on va partager cette table ronde en 3 temps forts. Un premier temps sur l'axe éthique, le volet éthique, d'une 30aine de minutes. Un deuxième volet sur l'axe économique, et puis s'en suivra une session de questions-réponses. Donc, je vous invite à adresser vos questions librement et on va pouvoir démarrer. Pour commencer, je vous propose d'accueillir tout de suite, pour ce premier volet consacré à l'éthique et à la quête de sens, Clara. Clara est étudiante en 5e année à la fac de Lyon. Bonjour Clara. Et tu es membre, et plus que membre, tu es présidente de l'association Encéphale. Exactement. Que tu peux nous présenter en 2 mots ? Oui, du coup l'Encéphale, c'est un réseau alumni qu'on a initié à la fac pour faire des échanges entre les étudiants en pharmacie et les professionnels de santé déjà installés. Durant toute l'année, du coup, on fait des conférences sur les différents métiers, des after-work, et aussi notre fameux événement qui s'est passé cette semaine, l'annuaire, sur la thématique du mésusage. Mais chaque année, bien sûr, ça change, avec des intervenants toujours très intéressants. Voilà. Merci Clara. On accueille aussi Nicolas ce soir. Nicolas Rémy, donc toi tu es préparateur de formation. Bonsoir. Nicolas. Tu es aussi formateur en galénique et étudiant en 6e année de pharma. Tout à fait. Quelque chose à ajouter ? C'était C'était bien résumé. C'était bien résumé. Merci Nicolas. Alors on a Xavier aussi ce soir parmi nous. Donc Xavier pharmacien, fondateur de Nexus Pro Santé, qui est un cabinet de conseil en pharmacie. Tu es aussi administrateur chez Giropharm. Alors Xavier, il est multicasquette. Je ne vais pas pouvoir toutes les balayer, mais vous irez voir son compte LinkedIn. Tout ça est très, très clair. Okay, oui, merci. Bonsoir Xavier. Jérémy, il est pharmacien et président, donc pharmacien à la pharmacie Paul Sentier à Lyon, président du réseau Origine, voilà. Et disciple de l'approche Slow Pharmacy. Jérémy. De Barbara Le Bonnec, qui est là, évidemment. Qu'on rencontrera sur la deuxième partie. Tout à l'heure. Exactement. Je t'en prie. On a Patrick aussi ce soir. Alors Patrick, il est pharmacien titulaire à la Grande Pharmacie d'Oulin et il est aussi fondateur du site Illico Pharma. Et enfin, Antoine. Bonsoir Antoine. Antoine Priou, pharmacien sur le plateau de Millevaches, n'est-ce pas ? Pharmacie rurale et aussi vice-président de la Fédération Nouvelle-Aquitaine des maisons de santé. Membre administrateur de la Fédération des maisons de santé Nouvelle-Aquitaine et nationale aussi. Eh bien, c'est parfait. Merci d'avoir complété. Donc, merci de vous prêter au jeu de la table ronde ce soir. Pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres, c'est un exercice déjà habituel. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence par ce volet éthique ce soir et quête de sens, en abordant peut-être d'abord la vision du métier. Et notamment l'attente des jeunes générations. Alors tout naturellement, je vais me tourner vers Clara et Nicolas. Alors Clara, est-ce que je peux te demander ce qui, toi, t'a donné envie de rejoindre finalement ce métier ? Pour moi, ça a toujours été très important, ce métier. Quand j'allais à chaque fois à la pharmacie, pour moi, le pharmacien, c'était quelque chose de génial. Je l'ai toujours vu... je sais pas, grand, avec beaucoup de responsabilités. Et c'est vraiment cette façon d'aider directement. Ça m'a toujours attirée finalement.
Et aussi, en fait, cette variété, finalement. Cette variété, on peut parler avec n'importe qui, tout le temps. Et je sais pas, ça a toujours été le premier métier, la première chose. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui t'interroge aujourd'hui peut-être sur le métier de pharmacien, toi qui, d'ici peu, va être peut-être titularisé, on l'espère. C'est vrai que j'ai des craintes au vu des dernières actualités, des soucis aussi. Et je suis étudiante et je travaille aussi dans une pharmacie d'officine. Et c'est vrai que chaque jour, je me demande, il y a des très belles évolutions à chaque fois. Mais je ne sais pas si elles vont être mises en place dans toutes les pharmacies, puisque moi, quand je parle avec mes amis, ils n'ont pas forcément les mêmes évolutions que moi, j'ai dans ma pharmacie. Donc, et surtout la crainte, est-ce qu'on pourra s'installer finalement? Est-ce que ça va être possible? J'espère qu'on va te rassurer aujourd'hui et qu'on va te proposer des pistes. Alors Nicolas, donc je t'ai déjà présenté, Nicolas. Alors, dans la même dynamique, un petit peu ce que j'ai demandé à Clara, qu'est-ce qui, selon toi, rend la pharmacie encore attractive chez les jeunes générations? Alors, concrètement, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc, j'étais préparateur avant. J'ai senti la limite de ma formation initiale et c'est surtout pour ça que j'ai voulu évoluer, principalement pour servir au mieux mes patients. Comme l'a dit Clara, on a la chance à l'officine de rencontrer des personnes de tout horizon, de les suivre des fois du plus jeune âge jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Et c'est cette richesse qui m'intéresse, ainsi que la polyvalence du métier peut-être, parce qu'on a cette casquette de santé publique, mais on a aussi un peu de commerce malgré tout. Et je pense qu'on est important pour les Français, pour les patients. C'est intéressant, j'entends déjà deux notions qui émergent, professionnel de santé et commerce. Alors, qu'est-ce que toi, tu attends ou tu attendrais d'un titulaire ou d'une équipe officinale que tu rejoindrais sous peu? Alors, le titulaire, pour moi, c'est le capitaine du navire, concrètement. Après, dans l'absolu, pour moi, il doit avoir une hiérarchie, certes, mais qui doit être relativement horizontale. C'est-à-dire qu'en fait, je vais plutôt parler de collaborateur plutôt que d'employé. Le titulaire est là pour accompagner son équipe. Ce que j'attends de lui, c'est d'être formé, principalement. C'est la base de notre métier, ça nous permet de suivre les évolutions. Et j'attends aussi beaucoup d'écoute, parce qu'on a des sensibilités différentes de tout à chacun. Et c'est lui qui pourra répondre à mes attentes, à mes besoins, je pense. Alors Jérémy, je sais que tu es sensible à l'approche des jeunes générations, c'est pour ça que je me permets de prendre le relais avec toi. On sent quand même un virage qui s'opère, peut-être alors dans la pharmacie comme dans plein d'autres secteurs, cette fameuse quête de sens, cette envie d'exercer peut-être autrement. Toi, tu fais partie de ceux qui ont exploré d'autres manières d'exercer. On t'a introduit tout à l'heure en parlant de disciples de l'approche slow pharmacy. Est-ce que tu peux nous dire comment cette réflexion elle a émergé dans ton parcours et comment elle peut trouver un écho un peu plus large dans la profession? Alors, la réflexion, elle émerge de manière très naturelle finalement. On fait à la base, pour la majorité d'entre nous, pharmacie pour faire ce qu'a dit Clara tout à l'heure, c'est-à-dire c'est du soin, c'est voir des patients et c'est avoir un rôle de santé avant tout. Donc c'était une évidence. La vraie question, c'est plutôt comment on passe de la conceptualisation et de ce qu'on a envie à la pratique et aller dans la pharmacie type slow. Quand on parle de slow pharmacie, peut-être que le concept n'est pas clair pour tout le monde, c'est une pharmacie où on prend son temps, où on parle à des patients. Et là, pour le coup, c'est la rencontre. C'est des rencontres. C'est souvent ça, de toute façon, qui change les choses. C'est des rencontres. Et c'est la rencontre avec Barbara Lebonnec, chez qui j'ai poussé la porte un jour. Je ne me reconnaissais pas dans le métier. On me faisait faire on mettait mon diplôme à profit pour me faire faire des promotions, ce genre de choses. Et un jour, je rentre dans cette pharmacie et je vois tout ce qu'on m'avait mis en garde. On m'avait toujours dit, tu ne peux pas faire vivre une pharmacie sans parapharmacie, sans ce genre de choses. Donc, c'est avant tout effectivement la rencontre qui fait que j'ai eu de la chance. Alors, Xavier, cette approche de l'officine dont on sent qu'elle est centrée patient, est-ce qu'elle résonne pour toi
Comment ça se... Comment toi, quelle est ta vision du métier? Quelle est ta vision du métier aujourd'hui? Alors oui, elle résonne pour moi à 100%, mais je pense que l'approche du patient doit plutôt être celui d'une personne humaine en réalité, à travers la santé intégrative et hybride, c'est-à-dire à travers toutes les composantes d'un être humain. Et ça va même au-delà du médicament. Je vois l'affiche derrière moi de la NSM qui parle de méditation contre l'insomnie. Ça peut aller jusque-là peut-être en tant que pharmacien. Donc c'est à la fois effectivement pro santé, commerçant et encore beaucoup d'autres choses. On va y revenir. Merci Xavier. Alors Patrick, toi tu as fait le pari d'un modèle hybride, peut-être on peut l'appeler comme ça, tu vas me dire si je me trompe et tu rectifieras, entre officine physique et présence en ligne. Alors aujourd'hui, en France, la pharmacie garde le monopole sur le médicament, elle a moins peut-être le monopole sur la parapharmacie. Comment est-ce que tu penses qu'une officine peut encore se différencier en ligne et pourquoi tu penses que c'est important d'avoir cette approche peut-être hybride du métier? On parlait à l'instant du patient ou de l'être humain de manière générale. Et aujourd'hui, nos patients, ils sont aussi sur le net, ils sont sur beaucoup d'endroits, ils sont sur différents canaux. Et en fait, il faut les adresser de différentes manières. Le site internet, c'est l'extension de la pharmacie, c'est ce qu'on voit généralement. Donc pour moi, c'est un service qu'on leur propose. Je vois moi, les pics de commandes qu'on va avoir, ça va être le dimanche soir, ça va être les soirs, ça va être à des moments où en fait, les pharmacies ne sont pas ouvertes. Donc ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, on en parlait juste avant, qu'on est en lutte face à des Amazon, pour ne pas les citer, etc. Mais pour autant, on a justement cette carte à jouer, qu'on est rattaché à une pharmacie, ce qu'Amazon n'est pas. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudra mettre en avant. Et c'est très intéressant de parler de la santé intégrative, parce que nous, moi, je suis membre d'un groupement qui s'appelle Apotical, où effectivement, on est plutôt axé sur des grosses pharmacies. Et on est en train de travailler justement actuellement pour avoir le label Human First, pour cette approche sur la santé intégrative, pour essayer d'avoir un aspect, alors certes aussi très axé sur la parapharmacie, mais aussi une prise en charge des patients de manière globale et pas uniquement sur le médicament et l'ordonnance. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, la vente en ligne, c'est aussi, ou en tout cas l'approche en ligne, c'est pas que de la vente, d'ailleurs, il y a du conseil, tu nous en diras plus, mais c'est aussi d'avoir une continuité de lien avec le patient au-delà des heures d'ouverture de l'officine. C'est un petit peu ça? Il y a ça, et puis alors effectivement, on fait énormément de conseils en réalité en ligne, parce que les gens ont le réflexe de taper sur Google le nom d'un médicament ou quelque chose. Si on est bien référencé, ce que tout le monde cherche à être, on sort sur le net, et du coup, les gens nous appellent pour prendre un conseil sur le produit. En fait, on fait énormément de conseils sur la vente en ligne, où derrière, il n'y a pas de vente. Et, ce qui n'est pas du tout le cas en pharmacie, où en fait, la plupart du temps, quand on fait un conseil en officine, il y a une vente derrière. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ce modèle où on me dit sur la vente en ligne, il n'y a pas de conseil. Vous n'imaginez pas le nombre de conseils qu'on fait pour au contraire ne pas vendre. Alors, la question sera, mais ce sera peut-être dans une autre partie, est-ce que c'est rentable du coup de faire du conseil et de ne pas vendre? Mais on y reviendra. Antoine, toi, Antoine, tu défends une pharmacie de proximité ancrée dans son territoire. Comment est-ce que toi, tu replaces le patient au centre de ton approche dans un système où mais il y a pas mal de standardisation, on a cette pression économique par ailleurs, qui peuvent parfois éloigner du soin. Quelle est ton approche à toi, Antoine? Alors, mon approche déjà de base, ça a été d'envisager d'arrêter pharmacie en 2017 durant mes études. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, moi, j'ai pris connaissance d'un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui a été fait par des équipes de chercheurs au MIT qui se questionnaient sur la raréfaction des ressources, les limites physiques et comment ça allait impacter les services globalement au niveau mondial et comment ça allait affecter la croissance économique, notamment. C'est un rapport qui s'appelle « Les limites à la croissance », qui refait un peu écho en ce moment parce qu'il est notamment mis en lumière par une association avec qui je travaille un peu qui s'appelle le Shift Project, qui est assez connu, qui a publié pas mal de rapports sur la décarbonation du système de santé, notamment de l'industrie. Et en 2007, donc, je lis ce rapport-là et puis je me dis c'est quoi mon levier de croissance dans mes études, dans la pharmacie. Et en fait, quand on regarde, c'est la maladie. C'est-à-dire qu'on est encore... Moi, j'ai compris que le paradigme de la profession que j'étais en train d'apprendre,
C'était plus les gens sont malades, plus je gagne ma vie et je vais capitaliser dans des entreprises dont le fonds de commerce, finalement, c'est une activité non pas de santé, mais de soins, où je vais facturer, où je vais avoir de la marge basée sur des volumes, etc. Et pour moi, ça a été une source de grande souffrance psychique, parce que techniquement, à la fin de nos études, on récite un serment, le serment de Galien, dans lequel il y a le mot désintéressement. Et justement, sur les questions d'éthique, pour moi, ça a été un contresens complet. Et d'ailleurs, je m'étonnais que assez peu des confrères s'en étonnaient par ailleurs. Et je me suis mis en quête, on va dire, de solutions de terrain. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a eu l'apparition de ce qu'on appelle les maisons de santé dans la loi Bachelot. Et ensuite, en 2011, la loi Fourcade, qui venait créer ce qu'on appelle les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, qui sont des espèces de coopératives de médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, qui se réunissent autour de différents communs, un commun de territoire, un commun d'intention, un projet de santé, des communs physiques, des locaux partagés, un commun en termes de système d'information. Et donc, j'ai fait ma thèse sur l'enjeu, la place du pharmacien dans les enjeux territoriaux de santé publique au sein de ces équipes-là. Et ça a été la découverte d'un monde fantastique, parce que ça a redonné du sens à ma place de pharmacien, en me disant qu'il y avait des nouveaux modèles organisationnels qui émergeaient, où le fait de produire du savoir et de l'information à l'échelle d'un territoire permettait d'envisager des nouvelles perspectives en termes de santé publique, et que si on avait un tant soit peu la main sur nos données et sur nos systèmes d'information, on était en capacité potentiellement d'inventer un nouveau monde. Et donc j'ai eu la chance aussi, entre 2017 et 2020, d'avoir mon propre logiciel de gestion d'officine, sur laquelle on a pu inventer un nouveau paradigme de gestion de stock. Et donc aujourd'hui, c'est une gestion de stock qui est très personnalisée et prédictive par rapport aux besoins en produits de santé d'un territoire, le tout en partenariat avec d'autres pharmacies. Donc nous, les pharmacies les plus proches des nôtres qui ont signé le projet de santé ne sont pas perçues comme des potentiels concurrents, mais plutôt comme des pharmacies collaboratrices autour d'un projet de santé commun. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez nouveau en termes de paradigme. Et au milieu de tout ça, c'est quoi? C'est la prise en charge coordonnée du patient, et notamment des patients atteints de pathologies chroniques. Mais c'est aussi la perspective d'un maintien en bonne santé du territoire, et donc finalement d'être le gardien des poisons. C'est-à-dire que mon but, c'est d'être rémunéré pour les médicaments que je ne dispense pas, parce que j'ai brisé le besoin en amont, parce que j'ai fait de la prévention, de la promotion de la santé, partout, tout le temps, et en le faisant aussi dans un cadre démocratique avec les patients. On est en plein dans le sens et l'éthique, et donc complètement aligné avec la thématique de cette première partie. Alors, Clara, est-ce que ça résonne, ce que tu viens d'entendre chez Antoine? Parce que tu disais tout à l'heure, oui, il y a aussi des inquiétudes. Qu'est-ce qui demain, donnera envie à des jeunes pharmaciens de rejoindre, pas que pharma, mais une fois qu'ils ont fait pharma, de rejoindre l'officine? Je pense qu'il est important, on fait 6 ans. 6 ans, c'est long, c'est dur. Et on a besoin de se dire que demain, quand on va agir, il y aura du sens. Enfin, je pense que c'est hyper important de se dire qu'en fait, tout ce qu'on apprend, on va le mettre à profit pour des personnes qui, demain, pourraient être n'importe qui. Nous-mêmes, on est ces personnes, souvent. Et moi-même, quand il y a 2 ans, je me disais, la parapharmacie, c'est super, mais il faut un équilibre. Il faut un équilibre parce qu'on les fait les 6 ans dans le médical, on connaît plein de choses. Et actuellement, c'est à nous de dire aux patients, de dire aux personnes qu'on est là pour les conseiller et qu'on sait beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça dont ont besoin les jeunes aujourd'hui. C'est de se dire que demain, on va mettre à profit nos connaissances. Alors, il y a autre chose dans ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, sur lequel je voudrais rebondir, c'est tu as parlé des outils. Nicolas, est-ce que ça te parle, toi, et est-ce que dans votre approche, votre formation, vous vous questionnez déjà sur la manière dont les outils, peut-être les méthodes, peuvent nourrir l'épanouissement à l'officine? Alors, on nous présente des outils à la fac qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais c'est vrai que quand on est curieux et qu'on assiste à des conférences, on peut découvrir d'autres outils qui vont nous faire gagner du temps patient. Et je pense que c'est ça l'important, en fin de compte. Après, je pense qu'il faut être aussi curieux de chercher le bon outil et de le tester surtout, parce que peut-être que l'outil nous paraît correct et en fin de compte ne révolutionnera pas nos pratiques de tous les jours.
Autre question, peut-être pour toi, Xavier, parce que là aussi, je réagis. Moi, ce que j'ai entendu dans ce que disait Antoine, tu as parlé de... J'ai entendu un peu l'interprofessionnalité quand même, le fait qu'on travaille en collectif. J'imagine que c'est quelque chose qui te parle aussi, de par tes différentes casquettes, Xavier. Oui, comment ça résonne pour toi? Ça me parle beaucoup en tant que président de CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, qui regroupe l'ensemble des pôles de santé d'un territoire donné. En effet, on a un énorme pouvoir, une responsabilité aussi dans la collecte des données que nous faisons et dans leur exploitation au service du territoire. Donc là, je suis complètement aligné avec Antoine là-dessus. Il y a un énorme chantier, effectivement, à réaliser là-dessus. En termes de responsabilité populationnelle, comment est-ce qu'on peut donner le juste soin, en fait, aussi à nos patients, à nos clients, aux êtres humains qui nous entourent sur le territoire. Et alors, pour revenir sur ces jeunes générations, Xavier, dont certaines se questionnent sur l'avenir, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Quelle est ta vision? Comment leur redonner goût à l'approche officinale du métier? J'ai pas l'impression qu'il faille leur redonner goût. J'ai l'impression qu'ils ont déjà goût au métier. Enfin, il me semble, en tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, ce que je peux leur dire, c'est que quand j'hésitais à faire pharmacie, entre faire droit, je voulais devenir notaire. Et mon père m'a dit, écoute Xavier, droit, je ne sais pas, mais en tout cas, la pharmacie, tu es pharmacien biologiste, c'est la petite polytechnique de la santé. Et je dois avouer qu'effectivement, plus de 20 ans après, je peux dire merci papa, parce que c'est tout à fait vrai. C'est vraiment un métier où on apprend des tas de choses. Le plus dur, c'est peut-être de faire savoir, de savoir-faire aux patients. Et là, effectivement, je me tourne vers mes collègues. Comment est-ce que vous y prenez? Eh bien, Patrick, comment est-ce que toi, tu t'y prends par rapport à ça? Et tu es aussi une pharmacie importante. Tu vas peut-être nous donner un peu de contexte sur le nombre de collaborateurs qui sont autour de toi dans la pharmacie Oulin aujourd'hui. Comment tu les embarques avec toi, et même au quotidien, mais comment tu les embarques dans la pharmacie, comment tu les approches et qu'est-ce que tu en attends aujourd'hui? Déjà, juste pour rebondir sur vous étiez étudiant, vous allez bientôt arriver dans le monde de l'officine, et pour moi, il ne faut pas avoir peur. On entend beaucoup de craintes, etc. En fait, à chaque époque, il y a des changements. Moi, je suis diplômé il y a 12-13 ans maintenant. Je pense qu'à mon époque, déjà, on avait des craintes. Mes parents sont pharmaciens. À leur époque, ils avaient aussi des craintes. Et en fait, à chaque époque, il y a des évolutions. À chaque époque, il y a des virages. Et ces virages, effectivement, faut les prendre, quoi. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le virage. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai acheté une petite officine, puis je l'ai transférée sur... c'est un ancien garage, une ancienne concession automobile. Donc, on a 1500 mètres carrés au total, dont 1000 de surface de vente. Ça, c'était des opportunités, par exemple, qui n'existaient pas il y a quelques années. Typiquement, il y a 10-15 ans, 15 ans, ça ne se faisait pas. C'était même pas possible. Même les banques ne vous suivaient pas. Enfin, tout ça, ça ne se faisait pas. Donc, à chaque époque, il y a des opportunités qui sont possibles. Moi, ce que je vois là-dedans, je pense que je vois un modèle où demain, c'est d'avoir effectivement... Le niveau de compétence aujourd'hui en pharmacie, il est très élevé. Je trouve que les pathologies sont très importantes, les traitements sont de plus en plus complexes, etc. Les patients sont de plus en plus informés en face de nous. Quelqu'un qui a un cancer, forcément, il se renseigne sur son cancer et il devient un expert dans son cancer. C'est difficile, nous, en face, d'être au même niveau que lui. Pour moi, il y a trop de choses aujourd'hui un peu à savoir. Et d'ailleurs, à la fac, maintenant, ce qu'on fait quand même, c'est que les examens, ils sont plus tous en même temps en une semaine, mais ils sont un petit peu partagés pour essayer d'étaler un petit peu toute cette charge de travail. Et ma vision là-dessus, c'est effectivement d'avoir suffisamment de pharmaciens au comptoir pour avoir des spécialistes encore plus formés sur leur domaine et pouvoir orienter le patient vers le meilleur dans son domaine là-dessus. Donc, moi, je veux avoir un spécialiste en diabétologie, un spécialiste en cancérologie, et le patient l'amener encore devant le bon pharmacien pour qu'il soit encore mieux traité. Et ça passe par, effectivement, pour moi, des structures qui sont plus grosses pour pouvoir se permettre d'avoir 7, 8, 9, 10 pharmaciens. Non pas parce qu'en fonction du chiffre d'affaires, on a besoin de ces 10 pharmaciens, mais parce qu'on a le flux en face de patients et on a ces différentes typologies de patients et on a besoin de ces différentes typologies de pharmaciens. Un éventail d'expertise pour répondre aux besoins de la population. Merci Patrick. Alors Jérémy, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'approche slow, qui est un peu différente, et toujours par rapport à ces jeunes générations ou aux équipes que tu embarques sur un modèle comme celui-là. Comment tu les embarques? Comment tu leur partages l'approche? Parce que moi, j'ai quand même entendu Clara dire, voilà, il y a une approche commerciale, une approche du soin. Voilà, là, on est dans une approche un peu différente. Est-ce que ça répond à tous les profils?
Et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Alors, à tous les profils, non, parce qu'on fait tous pharma pour des raisons différentes. Il y en a qui aiment le conseil, il y en a qui aiment le soin. Mais j'ai la certitude que la majorité d'entre nous vont vers pharma pour faire ce métier de professionnel de santé. Et pour rebondir sur ce que disait Xavier, effectivement, quand on entend Clara, Nicolas, et quand on voit d'autres étudiants pharmaciens, on sent beaucoup d'envie, effectivement, il y a beaucoup d'envie. Et on en sent d'autant plus maintenant qu'il y a les BPM, les vaccinations, qu'on prend à cœur notre rôle de santé. Ça montre bien déjà pourquoi les gens vont en pharmacie, encore une fois. Par contre, il y a un risque, c'est-à-dire qu'en développant les attentes, on risque aussi encore plus de désillusions. Moi, je sais que j'ai très mal vécu mes premières années parce que j'étais dans une pharmacie dans laquelle je ne me sentais pas valorisé et je ne trouvais pas normal qu'on mette à profit mon diplôme, mes compétences, pour faire des têtes de gondole ou des promotions ou ce genre de choses. Donc, à mon sens, il y a une urgence à ce que les titulaires comprennent que les jeunes générations veulent une autre façon d'exercer la pharmacie. Et j'irais même un peu au-delà. Si les pharmaciens titulaires ne comprennent pas, il faut que les adjoints et les préparateurs et tout ce qui fait la pharmacie aujourd'hui utilisent la position de force dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, on ne trouve pas de personnel, on ne trouve pas de préparateurs, on trouve peu d'adjoints, on a du mal à les fidéliser. Si le titulaire n'y va pas de lui-même, peut-être que ce sont leurs équipes qui les feront aller vers ce modèle-là. Alors, très concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, tu dis on a du mal à les fidéliser. Comment toi, tu les fidélises ? Qu'est-ce que tu leur proposes et qu'est-ce qui fait que... L'équipe. Oui, l'équipe. On fidélise assez facilement quand on propose de faire son métier, encore une fois, en écoutant ça. C'est-à-dire que je peux avoir conscience que la rentabilité d'une vaccination, si je la prends en tant que telle, elle n'est pas forcément extraordinaire. Si on pousse un peu, on va se rendre compte que si on la met face à une vente de parapharmacie, en fait, elle est tout à fait correcte, voire plus intéressante. Donc, c'est très simple de les emmener là-dessus. Je fidélise par le message, je recrute de base en communiquant. J'ai la chance d'avoir des gens qui ont entendu parler de la pharmacie, qui ont entendu parler de cette approche et qui viennent parce qu'on exerce comme ça. Et on a plutôt moins de problèmes à fidéliser et à recruter que d'autres pharmacies, effectivement. Ça n'empêche pas, hein, la vie d'une pharmacie fait que il y a des jours où ça le fait, des jours où ça le fait moins. Mais dans l'ensemble, moi, je vois beaucoup de sourires le matin au travail. Il y a autre chose qui est spécifique aussi dans ton approche, c'est le rythme de travail. Est-ce que tu peux en dire un mot, Jérémy ? Alors, le rythme de travail, c'est par rapport aux horaires d'ouverture ou à Entre autres, oui. On a beaucoup fait parler de nous parce qu'on avait fermé le samedi. On avait pris cette décision de fermer le samedi. Je sais qu'aujourd'hui, au congrès, beaucoup de gens disent « Ah, c'est vous qui avez fermé le samedi ». Alors qu'en réalité, c'est une décision qui est tellement évidente quand on la met face aux chiffres et face à la volonté d'avoir une qualité de vie au travail pour nos collaborateurs. Tout le monde ne peut pas le faire. Je ne dis pas qu'il faut fermer le samedi. Je dis à ceux qui en ont la possibilité, regardez vos chiffres, regardez combien de personnes viennent sur des ordonnances du jour, regardez combien de chroniques vous avez qui pourraient venir le reste de la semaine et offrez ce plaisir à vos équipes et à vous-même de profiter de vos week-ends pour pouvoir, le reste de la semaine, avoir encore une fois ce sourire et s'occuper correctement de nos patients. Les patients sur le terrain le comprennent très bien et ils nous disent j'avais même pas remarqué. Moi, j'ai encore un an après des patients qui me disent j'avais pas remarqué que vous étiez fermé le samedi. Je suis passé la dernière fois, c'était fermé, mais vous avez raison, quoi. Maintenant, je le sais. Une fois qu'ils le savent. Alors, j'ai une question qui s'adresse à tous, parce que derrière aussi le fait d'embarquer les équipes et peut-être d'alléger un petit peu leur quotidien, on a commencé à parler d'outils un peu avec Nicolas, mais il peut y avoir des outils, des méthodes qui permettent de fermer un samedi, qui permettent de soulager les heures de travail, qui permettent peut-être d'être au comptoir. Est-ce que les uns les autres, vous avez des astuces à partager avec l'audience sur lesquelles vous vous reposez? Je vais profiter d'avoir le micro juste pour finir là-dessus. Oui, il y a une méthode et c'est ce que disait Antoine, c'est de ne pas voir son confrère comme son concurrent. On a la chance d'avoir des pharmacies, d'avoir un réseau, un maillage officinal qui est relativement dense. Moi, quand j'ai fermé le samedi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le titulaire de la pharmacie d'à côté pour savoir est-ce que tu es OK pour reprendre le flux. Tu risques d'avoir un peu plus de monde. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es staffé pour ça? Donc à partir du moment où on se met d'accord et qu'on bosse en toute intelligence, en fait, c'est très simple. Antoine, je te voyais hocher la tête. Est-ce que tu veux compléter? Oui, alors moi je suis sur un cas particulier, c'est que j'ai repris il y a 2 ans une pharmacie qui allait fermer.
avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros, un peu plus. Donc on est sur un profil où en fait on est en milieu ultra rural. Je suis à 1h30 des 2 principales villes universitaires, Limoges et Clermont. Donc le recrutement, c'est très, très, très compliqué. Et aujourd'hui, je suis tout seul dans ma pharmacie. Donc l'équipe, c'est Bibi. Voilà. Donc il faut tout faire. Et forcément, quand on veut tout faire d'un certain point de vue, on fait tout mal. Donc on a besoin de compartimenter le temps. Et là, parce que aussi j'ai un outil de gestion de stock qui me permet qui est fait pour avoir une approche anticipée et prédictive, en fait, je donne des rendez-vous aux gens. Et en fait, factuellement, ils ont une prescription pour 4 semaines. Dans leur traitement, il y a au moins une boîte dans laquelle il n'y a que 28 comprimés ou 28 gélules. Donc très factuellement, s'ils sont observants, tous les 28 jours, il faut qu'ils viennent me voir. Donc j'attends pas de les attendre. C'est que je leur dis, on s'est vu là lundi le 3, dans 28 jours, c'est quoi? C'est lundi 1. Et on se voit lundi 1, Madame Michu. Et en fait, je condense les personnes, je donne des rendez-vous, ce qui en plus permettrait à un moment donné de moduler l'accueil pour proposer carrément de mettre en place des bilans, ce genre de choses. Et en fait, je pense que avec l'émergence de la prise en charge coordonnée des pathologies chroniques, parce que nous, je travaille avec des médecins qui sont complètement acquis à la cause pharmaceutique, donc c'est même eux qui prescrivent les bilans. On est en train de mettre ça en place. Il y a un moment donné, ils vont avoir des attentes par rapport à notre exercice pharmaceutique et on ne va pas pouvoir faire autrement, surtout si je suis tout seul dans la pharmacie, que de fermer la pharmacie pour être sur rendez-vous. Et oui, bien sûr, il y a des gens qui se disent mais en fait, c'est adapté aux contraintes et à mes besoins de territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle. C'est que le but, c'est que ce soit adapté aux besoins en soins, aux besoins en santé du territoire et de voir quelles sont les marges de manœuvre à l'instant T. Est-ce que j'ai du personnel, pas de personnel, voilà, qui font que là, pour le coup, je commence à donner des rendez-vous parce que de toute façon, sinon, je n'y arrive pas. Mon équilibre vie privée, vie professionnelle éclate. J'ai des enfants en bas âge. Donc, à un moment donné, je suis triste. Si je commence à attaquer le stock de benzo et donc d'antidépresseurs, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Donc, dans les attentes, je pense aussi de la nouvelle génération, il y a le fait d'avoir, au-delà de la quête de sens, une espèce de garantie que oui, une organisation professionnelle est possible pour respecter à la fois l'équilibre vie privée, vie professionnelle et plus largement les contraintes qui arrivent. Parce que voilà, je ne veux pas faire la Cassandre parce que je travaille sur des solutions qui essayent d'anticiper à des niveaux de prospective à 10, 15, 20 ans depuis une bonne dizaine d'années. Donc le but n'est pas de crier attention, c'est la fin du monde. Mais le plus gros est à venir. Faut quand même en être conscient. Voilà. Aujourd'hui, notre système de santé n'est pas pensé en termes de robustesse et de résilience. On l'a vu pendant le Covid. Aujourd'hui, la gestion des pénuries de médicaments, on découvre, en fait, d'un certain point de vue, parce que ça a été l'abondance pendant très longtemps. Et puis là, on découvre que 80% des principes actifs sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc, à un moment donné, les chaînes logistiques sont soumises à des choses, des imprévus, voilà, des fluctuations d'ordre géopolitique, d'ordre climatique. Et voilà, on est au début, je pense, de problèmes qu'on n'a pas encore pensés. Donc, si on pouvait mettre un peu de jus de cerveau pour se dire comment à la fois essayer d'anticiper des situations sur lesquelles on n'a pas forcément la main au niveau global, mais surtout de se dire comment est-ce que je peux adapter, moi, mon offre de soins sur ce quoi j'ai la main, typiquement les horaires d'ouverture de ma pharmacie, c'est déjà un peu de prise qui est rassurante et qui m'évite de taper dans le stock de benzo. Et dès lors qu'on communique, parce que c'est aussi une clé, communiquer avec sa patientèle, elle comprend. Je pense qu'elle préfère avoir rendez-vous que de patienter X minutes parce que voilà, il n'y a pas la ressource en face. Exactement. Exactement. Tu as parlé équilibre vie pro, vie perso, et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Patrick et Xavier, j'aimerais bien vous entendre sur ce volet-là. Comment est-ce que vous avez mené des actions pour opérer un équilibre pro-perso plus sain ces dernières années? Est-ce que vous avez senti que dans la nouvelle génération, il y avait cette attente, et comment vous y avez répondu? Alors nous, on a des horaires d'ouverture très amples, parce qu'on fait 8h, 20h, 6 jours sur 7. Donc c'était aussi un moyen de communiquer, parce que comme on n'a pas le droit de communiquer en pharmacie, c'était un moyen simple pour les gens de retenir 6 jours sur 7, 8h, 20h. Donc ça fait 72 heures d'ouverture. J'ai commencé tout seul pharmacien au début, donc j'ai fait les 72 heures pendant un certain temps, donc je sais ce que c'est.
Et maintenant, nous, quand on recrute les équipes, on a des horaires, c'est 2 jours complets de demi-journée. Et tout le monde est sur ce rythme-là. Et on ne déroge pas. On avait commencé, il y en a qui commençaient à 8h et finissaient à 19h, machin. C'était compliqué entre ceux qui commencent, ceux qui ferment. Donc maintenant, on a tout le monde mis sur le même rythme. Donc des fois, on est surstaffé un peu les matins, pas suffisamment les après-midi. L'avantage, c'est qu'ils échangent les créneaux entre eux très facilement. Et en fait, les gens viennent ou ne viennent pas pour ces horaires. Parce que du coup, ça les condense quand même de manière très importante. Alors c'est un rythme, c'est fatigant, très clairement, mais ça laisse beaucoup de jours de disponibles dans la semaine pour les équipes. Donc c'est vraiment pour ça que ça convient à certaines personnes, puis ça convient à certaines personnes à certains moments de la vie et pas à d'autres, donc ça peut évoluer aussi en fonction du temps. Et après, on a essayé de faire, la chance qu'on a, c'est quand on a fait les travaux, on a fait quand même, je pense, un espace pour les équipes qui est plutôt sympa, quoi. Ils ont un espace pour manger qui est plutôt agréable, pour se reposer, etc. Donc ça aussi, ça joue, quoi. C'est plus facile d'aller dans un lieu où c'est agréable de travailler le plus longtemps. J'avoue, j'ai un peu du mal à mettre les assis debout derrière les comptoirs. Là, je dois être un peu vieux dans ma tête, ça, ancienne génération. Mais je comprends qu'effectivement, à la fin de la journée, là, par exemple pour mes équipes qui vont fermer dans quelques minutes, qui sont debout depuis 8h ce matin et qui ont déjà fait toute la semaine, ça tire un peu, quoi. Donc j'en ai mis un déjà. J'en ai mis un, on va peut-être passer à un deuxième. Un pas après l'autre. Voilà, c'est ça. Mais, et après, je pense que quelque chose que vous disiez tout à l'heure au tout début, ce que vous attendiez du titulaire ou des choses comme ça, je pense qu'on montre l'exemple aussi en tant que titulaire. Je suis avec vous ce soir. Les samedis, je ne suis plus beaucoup, je reconnais, mais le reste du temps, j'y suis quand même pas mal, quoi. Donc, je pense que ça joue. On est loin de l'image du titulaire comme on avait il y a peut-être 30 ans. Dans son back-office. Ouais, ou qui n'était même pas dans sa pharmacie. Je crois que ça n'existe plus du tout. Et les équipes le voient aussi. On a quand même des titulaires, ils sont ultra investis. Et souvent, le travail, d'ailleurs, il ne s'arrête pas aux horaires de fermeture de la pharmacie. Mais ça peut reprendre un peu après le week-end depuis chez soi, quoi. Le télétravail, c'est un concept qu'on a inventé quand même depuis belle lurette, nous, hein. Xavier, peut-être juste un éclairage complémentaire sur cette question ? Oui, donc la qualité de vie au travail, pour déjà nous en tant que dirigeants, c'est important. Hein, parce si on a un dirigeant qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans sa peau, ça ne peut pas marcher pour le reste de l'équipe. Donc tout de suite, on a aussi proposé, quand je suis arrivé au niveau de l'équipe, de faire un samedi sur 2 à l'équipe, pour qu'ils aient quand même un week-end sur 2, c'est important pour la vie de famille, pour des tas de choses. Donc ça, je rejoins là-dessus Jérémy. On a aussi offert, pour ceux qui viennent travailler le samedi, une activité de sport santé entre midi et 14h. Une semaine sur 2, c'est yoga. L'autre semaine, c'est cardiovasculaire, renforcement. Donc ça aussi, c'est important. Pour être bien dans sa peau, il faut être bien dans son corps aussi. Et par rapport à toutes ces choses-là, on est aussi labellisé Human First. Donc on attache beaucoup d'importance au bien-être de nos collaborateurs. Et je pense que c'est surtout la communication, le management qui est très important. Parce qu'il peut y avoir des fois des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. On se dit mais pourquoi ce collaborateur tire la tête, etc. Donc plutôt que effectivement lui dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. On essaie simplement de dire comment ça va en fait. Je crois que le matin quand on arrive, dire bonjour à ses collaborateurs dans les yeux et ressentir comment ça va, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est déjà la première pierre effectivement de la qualité de vie au travail. En fait, et de l'équilibre finalement entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que si la vie personnelle, on n'a pas cet équilibre-là, forcément, ça va impacter sur la vie professionnelle. Alors, avant de clore ce premier chapitre, moi j'aimerais bien que, juste pour l'audience, vous résumiez peut-être en une phrase le message que vous aimeriez faire passer à la profession, aux jeunes générations. Est-ce que vous pouvez chacun retranscrire en quelques mots votre vision? Je vais commencer, ça va être très old school, parce que ça va être une citation. Mais franchement, parfois, une citation bien placée, elle peut changer une vie. Moi, ça a été le cas. C'est une citation de Confucius qui dit « Fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Je trouve que voilà, ça résume bien la situation. Est-ce que d'autres messages vous viennent? Patrick, Antoine, Xavier. Xavier, tu as le micro. Vas-y, je t'en prie. Oui, je pense qu'il est important, on parlait de quête de sens, hein, si on veut travailler avec éthique, il est important de savoir sur quel mur on veut appuyer l'échelle de notre travail en fait. Parce qu'on a souvent effectivement vite fait d'aller dans un chemin qui n'est pas forcément fait pour soi. Donc c'est vraiment réfléchir quand on va entamer une action à quelle est son intention en fait. Voilà. Et de faire attention aux autres. Sans faire la citation, je rejoins Jérémy, il faut
faut s'éclater au boulot, quoi. Moi, tous les matins, j'adore aller à la pharmacie, quoi. C'est un truc, ça m'éclate. Donc les jeunes générations, mais n'ayez pas peur, il y a plein de choses super belles qui arrivent à faire, etc. Je sais pas, moi, quand je pars en congé, 2-3 semaines déjà, c'est trop long et ça me dérange pas du tout d'être avec mon ordinateur. C'est un truc, c'est pas du tout une souffrance. Et j'imagine que être passionné, ça résonne et ça rayonne aussi auprès de l'équipe. Donc ça a un effet boule de neige. Est-ce que tu as la même énergie dans ton équipe ? Il faudra leur demander ça. Alors Antoine, un mot pour... Il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup manqué pendant le cursus, c'est qu'on ne fait pas de sciences humaines et sociales dans la pharmacie. Donc là, on parle d'éthique. L'éthique, c'est de la philosophie morale. On est des pharmaciens, ça vient d'un terme grec qui est le pharmakon, qui est à la fois le remède, le poison et le bouc émissaire. On se pose peu de questions durant nos études sur les sciences sociales au sens large. Donc, le développement de l'esprit critique passe par une acculturation aux sciences sociales. Et si demain, on veut avoir un regard critique et bienveillant sur notre profession, quelle est la pharmacologie de la pharmacie ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Parce qu'on a forcément un côté toxique aussi. Moi, j'ai été traumatisé par l'affaire Mediator, par exemple. Qu'est-ce qui est le meilleur chez nous ? Comment est-ce qu'on peut travailler ça ? Et se dire que derrière, il y a une démarche d'amélioration continue, etc. Et pour être un petit peu provoque, quand même, parce que c'est quand même mon style, n'achetez jamais une pharmacie plus d'1 € symbolique. Et si vous la payez plus cher, partez du principe que dans 15 ou 20 ans, vous ne récupérerez pas ce que vous aurez investi, mais ce sera d'un certain point de vue une bonne nouvelle parce que le monde aura changé, l'exercice aura changé, et ce qui aura réellement de la valeur, ce sera l'interaction entre les humains et notre capacité à les maintenir en bonne santé. Alors Nicolas et Clara, comment vous réagissez à ça ? Passe après ça, Clara. Voilà, ça va être compliqué, mais non, c'est très très beau. Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Je pense que ça nous aide aussi en tant que jeunes. Moi, personnellement, je n'ai pas choisi la filière officine, mais je ne suis pas du tout fermée. Je pense que je ne l'ai pas choisi parce que j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Mais au final, peut-être que je vais changer bientôt. On ne sait pas. Poursuis l'échange avec les personnes qui sont autour de la table ce soir. Je pense que ça pourrait te faire changer d'avis. Nicolas ? C'est exactement ça. Moi, si j'avais un conseil à dire à mes collègues étudiants, c'est les rencontres. Si je reprends ce que tu disais au début, là, je vois des profils complètement différents et en fait, je me dis qu'être curieux à travailler avec des personnes complètement différentes, au final, on va réussir à trouver un modèle qui va nous correspondre. Et c'est peut-être ça le plus important en fin de compte. Merci à tous les 6 pour vos éclairages. Je rebondis sur quelque chose qu'a dit Antoine tout à l'heure. Il n'y a pas un modèle, il y en a plusieurs. Même si derrière tout ça, le sens et l'équilibre, c'est essentiel malgré tout. Et le fun, la passion, Patrick, j'ai retenu aussi. Mais alors tout ça, ça doit aussi s'ancrer dans une réalité économique. Et je vous propose pour ça qu'on explore ce volet économique. Merci à tous les 6 pour votre participation. Et... vous pouvez retourner vous asseoir. Patrick, tu peux rester avec nous parce que tu vas poursuivre sur le volet économique. Et on va accueillir pour cette approche concilier éthique et performance dans un environnement économique sous tension, on va accueillir Patrick à nouveau. Alors, je représente Patrick pour ceux qui prendraient le train en marche, notamment à distance. Donc, Patrick, titulaire de la pharmacie d'Oulin à Lyon et fondateur du site Illico Pharma. On va accueillir également Barbara Le Bouennec, dont Jérémy nous a parlé en première partie. Barbara, elle est pharmacienne titulaire à la pharmacie Félix Faure qui nous accueille aujourd'hui. Merci d'ailleurs, Barbara. Tu es aussi vice-présidente du réseau Origine, créatrice de l'approche Slow Pharmacy. Tu vas nous expliquer tout ça, notamment sous l'angle économique. On accueille aussi Emmanuel Leroy, qui est associé du cabinet comptable d'expertise comptable Rich Conseil, un cabinet qui accompagne environ 1600 officines aujourd'hui sur différentes expertises fiscales, juridiques, comptables, humaines également. Est-ce que j'oublie quelque chose, Emmanuel ? Et on accueille également Emmanuel Emmanuel Jourdan, qui est docteur en pharmacie et délégué régional Pharmatech, c'est bien ça ? Je suis pharmacien, je travaille depuis 1 an en transaction de pharmacie, après avoir passé 25 ans en répartition pharmaceutique, qui est le logisticien
de la pharmacie d'officine. Voilà, donc c'est un autre métier du pharmacien, donc en logistique de médicaments. Merci pour cet éclairage, Emmanuel. Donc, ensemble, l'idée, c'est d'aborder, alors, oui, les tensions économiques, mais pas sous l'angle, j'espère, négatif, plutôt voir quels sont les leviers d'efficacité qu'on peut voir aujourd'hui, quels indicateurs peuvent être suivis pour soutenir une approche économique rentable, et peut-être la place des outils et des méthodes aussi, sur lesquels on va pouvoir revenir. Alors, moi, j'aimerais commencer avec vous, Emmanuel, parce que vous accompagnez la pharmacie, enfin les professionnels de santé depuis 30 ans dans leur gestion quotidienne, finalement, et ça va nous redonner un peu de contexte. Quelles sont aujourd'hui les principales tensions économiques que vous observez dans les officines et comment elles ont évolué ces dernières années ? Des tensions, il y en a toujours eu. Moi, ça fait 30 ans que j'accompagne les pharmaciens. On a toujours dit que ça allait être compliqué, ça allait être difficile. Alors, je reviens un peu en arrière, mais on parlait à un moment des pharmacies mutualistes en disant que c'était la fin du modèle libéral et que toutes les pharmacies allaient appartenir aux mutuelles. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas. On est quand même aujourd'hui dans une structuration qui est encore libérale, professionnelle de santé. On parlait de coordination de soins tout à l'heure. Effectivement, c'est ça aujourd'hui qui vous rapproche des médecins, des infirmiers, des paramédicaux. On connaît tous l'actualité aujourd'hui. Il suffit de lire le quotidien du pharmacien, le Moniteur, la revue Pharma. Enfin, j'essaie d'en citer au moins 3 pour ne pas me fâcher avec qui que ce soit. Nous, chez Ridge Conseil, Ridge, c'est le nouveau nom de l'expertise comptable de KPMG. Voilà, ça va vous parler un petit peu plus. Ça fait 32 ans qu'on réalise nos moyennes professionnelles. Alors, les moyennes professionnelles, c'est qu'on prend nos pharmacies clientes et on en ressort des indicateurs qui nous permettent d'avoir des outils de benchmark aussi, entre pharmacies, pour aider le pharmacien, mais aussi pour avoir un peu la tendance du marché, avec des indicateurs KPI, pour parler un petit peu anglo-saxon, qui sont, alors plus le chiffre d'affaires, on oublie le chiffre d'affaires, ça fait déjà quelques années que le chiffre d'affaires n'est pas un sujet dans les pharmacies, mais la marge est un sujet, on voit qu'aujourd'hui elle est quand même attaquée, on a parlé de baisse de remise sur les génériques, effectivement, mais aussi baisse du prix des médicaments. On est quand même dans un contexte économique où on nous dit tous les jours que notre système de santé est fragile et que la caisse de sécurité sociale, avec Thomas Fatome, qui était sur le congrès tout à l'heure, va pas bien. Il y a du déficit. Donc il y a des tensions, donc il y a des recherches d'économie qui vont avoir un impact direct sur la santé et l'économie de l'officine. Je suis expert comptable, je parle beaucoup de chiffres, mais en réalité, les derniers échanges que j'ai eus avec mes clients pharmaciens, là, c'était plus des échanges sur les sujets de RH. J'ai une préparatrice qui est venue me voir. C'est ma cliente qui me dit ça à Paris. Je suis parisien, je suis venu vous voir ce soir, mais je débarque de la capitale en me disant, voilà, j'ai une préparatrice, elle est très bien, elle demande 19 € net de l'heure. Je fais le petit calcul, mais je dis, mais en coût global, vous êtes sur le coût d'un pharmacien titulaire, débutant. Vous êtes sur le coût d'un pharmacien adjoint, pardon, pas titulaire, vous êtes sur le coût d'un pharmacien adjoint débutant. Est-ce que ça va être compatible avec l'économie de l'officine? Est-ce que finalement mon volume de marge va me permettre de payer mes équipes? Et puis elle me dit, mais effectivement, alors moi d'un point de vue tout à fait comptable, je parle du coût global et je l'alerte sur le fait qu'on est quand même très éloigné de la grille. On pourrait en reparler avec les étudiants, la grille est quand même aussi très éloignée de la réalité du terrain, on ne va pas se le cacher. Mais malgré tout, on est aujourd'hui sur des demandes qui sont bien au-delà de celles qu'on avait il y a quelques années. Mais la pharmacienne m'a dit, mais non, mais là, il n'y a pas de sujet finalement sur la valeur de cette personne. Moi, je pense que réellement, au comptoir, j'ai besoin de cette préparatrice. Elle va apporter beaucoup à la pharmacie. Mon sujet, c'est est-ce que l'économie aujourd'hui me permet de répondre à cette demande ? Et ce sont les indicateurs qu'on essaye de suivre aussi pour finalement, l'officine aujourd'hui, il y a des notions, on parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises, donc ça a un vrai impact aussi. Mais son objectif économique de l'officine, c'est, alors quand on n'a pas eu la chance d'acheter l'officine à 1 €, on a quand même un emprunt à rembourser, on a des équipes à payer, on a un train de vie du pharmacien titulaire aussi à respecter. Moi, je suis chez Ridge, on a beaucoup de clients dans l'économie sociale et solidaire. Là, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire. Il y a un sujet de rentabilité.
pour permettre aussi, Jérémy nous en parlait tout à l'heure sur le fait qu'il faut venir travailler avec le sourire. Bon, si dans notre foyer, il y a des difficultés financières parce qu'on n'est pas en capacité de se payer, ça va avoir un impact. Et puis, mine de rien, on a aussi des engagements vis-à-vis de l'État qui nous demandent de payer un certain nombre d'impôts. Il faut être dans cette capacité pour garder son outil aussi. Merci pour cette belle entrée en matière du volet économique. Patrick, je vois que ça te fait sourire. Alors, toi, comme tu disais, le métier, il a évolué. Sans doute que les tensions économiques, elles ont toujours existé d'une certaine manière, mais ces derniers temps, les choses évoluent peut-être différemment. Comment toi, est-ce que tu as activé des leviers pour y faire face ? Et voilà, comment tu abordes ce contexte économique, pour le coup ? Le contexte économique, quand on regarde quand même notre plus grosse dépense, c'est la masse salariale. Ça, c'est quand même le premier point. Et elle a flambé. Elle a flambé au moment du Covid. Je pense qu'il y a eu un peu un emballement général à ce moment-là où on manquait beaucoup de personnel. Du coup, il y a eu des demandes pour des gens qui voulaient se faire recruter qui étaient extravagantes. Sauf que ces gens-là, du coup, maintenant qu'ils sont en poste, ils ne bougent plus. Parce qu'ils ne vont pas retrouver ailleurs ces conditions-là. Ça, c'est très clair. Donc, on s'est tiré un peu une balle dans le pied nous-mêmes de ce côté-là. Donc il y a ça, il y a la marge, effectivement, on avait plus tendance à avoir une marge à 30%, on est plus maintenant à 28%, donc on a perdu 2 points de marge. Masse salariale qui était, si on prend chiffron, qui était plutôt à 12,5, qui est plutôt à 15 maintenant du chiffre d'affaires, ou 40, 50, voire 50% de la marge. Donc en fait, les 2 points de marge qu'on a perdu en haut, les 2-3 points de marge qu'on a perdu en bas à cause de la masse salariale, ça fait 5 points de BE en moins à la fin. Le BE, il était à 10, il est passé à 5. Si on tire assez vite les traits, c'est ça. Et du coup, c'est pas étonnant qu'on se retrouve en difficulté. Je connais peu d'entreprises, mais quel que soit le secteur, ils sont habitués à avoir un BE à 10 qui permet le remboursement des emprunts. Parce que la problématique, elle est quand même principalement là. C'est qu'on achète trop cher nos officines aujourd'hui. Votre BE passe de 10 à 5, vous n'arrivez plus à rembourser vos emprunts. Malheureusement, c'est quand même ça ce qui se passe actuellement. Alors comment on fait face à ça ? Et je pense à Clara et Nicolas qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on se projette malgré tout dans ce contexte économique tendu ? Patrick ? Il y a 2 choses. Le premier levier, c'est d'augmenter effectivement le chiffre d'affaires, mais ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'avais calculé comme ça, si notre masse salariale est passée de 500 000 à peu près 600 000 euros, donc 100 000 euros de masse salariale en plus, à 30% de marge, ça veut dire 300 000 euros de chiffre d'affaires à faire en plus, 300 jours ouvrés, 1 000 euros de chiffre d'affaires à faire en plus par jour. Jusqu'à présent, ce n'était pas dit 19h, on tire le rideau et puis on s'était dit c'est bon, la journée, on a fait suffisamment de chiffres, on se passe du chiffre qui manquait. Donc le chiffre d'affaires, ça, on a augmenté nos prix sur la parapharmacie. Très clairement, on a rehaussé nos prix. Je pense que les laboratoires de para étaient habitués à ce qu'on vende avec 30-35% de marge leurs produits de para. Aujourd'hui, c'est plus ça. Qu'on les vende avec plus de marge. Il faut qu'eux aussi en soient conscients parce qu'ils nous vendent à un certain prix pour qu'on fasse un certain coef pour être au niveau d'un prix psychologique, etc. Mais en fait, ces prix psychologiques, maintenant, on les dépasse. Prendre le lait infantile où, effectivement, on tire les prix vers le bas, etc., c'est peut-être plus la bonne solution, quoi. Donc, il y a ce premier aspect, c'est effectivement d'augmenter le chiffre d'affaires et principalement en augmentant les prix. Et deuxième aspect, c'est de travailler les charges. Donc soit sur la masse salariale, soit toutes les autres charges externes. Donc moi, on cherche effectivement beaucoup de leviers de gains de productivité. Très clairement, ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, on le voit dans les pharmacies où souvent, on a robotisé les pharmacies pour gagner ça. On a mis effectivement des étiquettes électroniques. Nous, on a un gros aspect sur la partie réassort, remise en rayon des produits, tout ce qui est la partie logistique, où là, on travaille effectivement avec un logiciel séparé pour gérer la réserve, mais qui, pour l'heure et pour moi, pas assez performant pour effectivement remettre plus vite les produits devant. Il faut qu'on gagne du temps. Barbara, est-ce que toi, tu as ce même constat de fragilité et est-ce que tu ressens les choses de la même façon par rapport à ce que tu viens d'entendre là ? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu ? Alors, moi, je rejoins le fait que les charges, c'est vraiment sous le personnel qu'elles ont fortement augmenté. On est à plus 22% sur les 3 dernières années. C'est dû, d'une part, à l'augmentation du point du COEF, et puis c'est le fait que on a toujours besoin d'un assistant pour 1,3 million de chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires est obsolète, puisqu'aujourd'hui, on a des chiffres d'affaires qui décollent avec les produits chers. Et donc, il faudrait remonter ce taux cette tranche de chiffre d'affaires pour avoir des assistants. Moi, je ne vis pas les choses de la même manière du tout. Donc, je ne raisonne pas en EBE, je ne raisonne pas en pourcentage de marge, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires ne veut plus rien dire du tout. On est en marge dégressive lissée depuis 90. Et donc, je vais analyser des indicateurs qui vont me permettre de comprendre ce que chaque personne qui rentre dans la pharmacie va me rapporter. Et derrière, en face, je vais pouvoir mettre du personnel en face de ça. Et donc, où est-ce que je trouve du chiffre d'affaires ? Donc, les leviers
Et de la marge, c'est sur les patients chroniques. 95% du chiffre d'affaires en France, donc sur les 20 000 pharmacies, est généré par l'ordonnance et les porteurs d'ordonnance. Donc moi, j'ai choisi de me focaliser dessus. En pharmacie, il n'y a que 2 types de ventes, donc des ventes avec des ordonnances et des ventes sans ordonnance. Donc il y en a une qui vous rapporte 18 € de marge brute et l'autre qui en rapporte 4. Voilà. Donc je focalise sur celle qui rapporte 18. Et ça tombe bien parce que ça me fait faire mon métier de professionnel de santé. Donc ça, c'est mon choix. Et donc je ne vis pas les choses de la même manière, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires médicaments a progressé de 30% depuis 2020. Et le nombre d'ordonnances n'a pas progressé pendant tout ce temps-là. Il est toujours à 600 millions d'ordonnances depuis. Donc je n'ai pas d'augmentation de fréquentation dans ma pharmacie, donc pas d'augmentation de besoin de personnel. Voilà, c'est ça qui me fait tenir. J'aimerais qu'on revienne, Patrick, sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de ton approche en ligne, de la nécessité aussi d'avoir cette proposition. Mais tu parlais aussi de ces conseils que tu as apportés à des clients qui peut-être parfois n'achetaient pas finalement. Comment est-ce que ça s'inscrit, cette vente en ligne, dans ta stratégie de rentabilité ? Est-ce que malgré tout, ça soutient ta performance économique ? Oui, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, nous on est peut-être un petit peu surstaffés les matins. Donc en fait, c'est le matin qu'on va traiter principalement les commandes Internet. Donc ça permet de lisser un petit peu la charge de travail. Et après, ça nous permet de faire aussi des ventes supplémentaires de parapharmacie qui nous permettent effectivement d'atteindre des paliers supplémentaires de remise de RFA, etc., que je vais pouvoir répercuter, ou pas d'ailleurs, dans la pharmacie et ainsi augmenter la marge sur les produits en pharmacie. Alors Emmanuel Jourdan, vous accompagnez de nombreux pharmaciens dans leurs projets de reprise ou de cession. Quels sont les profils d'officine aujourd'hui ou les modèles économiques qui séduisent les plus jeunes titulaires, et peut-être quels sont ceux qui ne séduisent plus ? Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Alors, ce que j'ai pu constater, en fait, alors je suis dans ce métier-là depuis un peu moins d'1 an. Et ce qui m'a tout de suite surpris, c'est qu'en fait, tout le monde recherchait la même chose. En fait, c'était rechercher une pharmacie qui fasse 2 millions, voire plus de 2 millions, où il y ait donc nécessairement un adjoint, puisque par tranche de chiffres, on a besoin d'un adjoint supplémentaire. Mais ce n'était pas forcément pour accompagner au développement d'une activité spécifique, comme a pu le dire Patrick, mais c'était plutôt pour prendre du temps, pour pouvoir partir plus tôt ou arriver plus tard, pas forcément faire les ouvertures et les fermetures. Enfin, je me suis retrouvée dans une situation à essayer d'analyser quelle était la recherche de la pharmacie idéale, mais avec finalement un objectif personnel qui prenait le dessus par rapport à l'objectif professionnel. Alors moi, je venais du milieu donc, de la répartition pharmaceutique, où on est un peu l'enfant pauvre de la chaîne de distribution du médicament, donc à aller chercher les pièces jaunes un peu dans tous les sens, de façon à pouvoir continuer à faire fonctionner nos agences. Et c'est vrai qu'on a toujours fonctionné avec des tableaux de bord, des KPI, des indicateurs, des chiffres de marge, de productivité, etc. Et en fait... Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une déconnexion entre justement la recherche d'une qualité de vie qui primait sur du professionnel et un contexte d'officine tel qu'il est vécu dans le contexte économique actuel, et en fait, au détriment finalement d'un autre modèle de pharmacie, puisqu'en fait, aujourd'hui, il peut y avoir des pharmacies qui font un certain chiffre d'affaires, donc on a dit 2 millions, 2,5 millions que tout le monde recherche, mais on se retrouve aussi avec une quantité de petites pharmacies, c'est le cas sur Lyon, il reste pas mal de petites pharmacies qui ont des rentabilités qui restent très intéressantes, mais qui sont dans le contexte de ce que vit Antoine, où on n'a pas forcément les moyens de financer un adjoint, qui en moyenne coûte 70 000 € chargés par an. Voilà, donc dont la rentabilité permet aux titulaires de bien vivre, en ajustant peut-être une organisation avec des horaires adaptés pour ne pas non plus aller taper dans les benzodiazépines. Mais voilà, donc en fait, on a à la fois une attente. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'il y a tout le monde recherche un peu les mêmes choses, alors que finalement, au détriment
d'autres officines qui peuvent permettre, elles aussi, d'avoir des modèles peut-être plus proches de ceux que développent aujourd'hui Barbara ou Jérémy, dans cette proximité de clients, cette patientèle qu'on fidélise. Et voilà, donc en fait, je pense qu'on ira sur un modèle qui, peut-être de pharmacie, avec des chiffres d'affaires plus importants, mais qui seront payés plus cher qu'elles ne le valent, donc peut-être au détriment peut-être d'une sécurité. Ce sont peut-être demain ces pharmacies-là qui seront en difficulté puisqu'elles auront été payées trop cher, alors qu'il y a aujourd'hui des modèles moins chers qui peuvent permettre d'être acquis par des gens qui n'ont pas forcément d'argent, et moins d'argent en tout cas, et qui peuvent aussi avoir une rentabilité et permettre de vivre très largement. Alors, merci Emmanuel, je m'adresse aux autres intervenants. Comment on active des leviers sur ces officines, justement? Parce que une entreprise qui fait 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires, c'est pas non plus si catastrophique que ça sur le papier. Donc, voilà, comment on peut redonner l'envie d'approcher ces pharmacies-là et peut-être de les développer autrement? Je voulais juste revenir justement sur le sujet et sur les étudiants. Moi, je suis expert comptable. Quand on vient me voir, on me dit Monsieur Leroy, je dois acheter quelle pharmacie pour être rentable? Quelle est aujourd'hui la pharmacie type qui va me faire gagner le plus d'argent? Déjà, très mauvaise entrée en matière avec moi, parce que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Moi, je dis... alors, je donne des cours en fac aux étudiants, donc ils viennent me voir, les 5e années, pour qu'on échange, mais aussi des pharmaciens. Et j'ai beaucoup de pharmacies aussi, de pharmaciens qui viennent de l'industrie et qui se reconvertissent dans l'officine. Donc là, il y a un vrai sujet. En même temps, on peut le comprendre. Ils ont des trains de vie qui sont ceux de l'industrie, qui vont peut-être pas être ceux de la pharmacie d'officine. Mais moi, la première chose que je leur dis, mais la question n'est pas là. Déjà, quelle est votre vision philosophique de la pharmacie? Dans un premier temps, vous allez aller voir les outils et vous allez réfléchir, est-ce que j'ai un coup de cœur pour cette pharmacie? Est-ce que je veux y travailler? Voilà. Le coup de cœur financier, c'est moi qui dois l'avoir, c'est pas vous. C'est moi qui vais analyser les chiffres et qui vais vous dire si votre coup de cœur est réalisable ou pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, parce qu'il n'y a pas de petites ou de grandes officines. Il y a dans quelle officine j'ai envie de travailler. Et derrière, est-ce que j'ai les moyens de le faire? On pourrait avoir un nouveau débat sur la financiarisation, ce n'est pas le thème de ce soir, mais on peut aussi aller chercher de l'argent un peu différemment. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, nous, quand même, c'est qu'on est passé d'un métier d'intuition à un métier de pilotage. Voilà. On ne peut pas être au doigt mouillé, se dire je suis à peu près bon. Non, il faut avoir les outils de pilotage. Aujourd'hui, les outils de pilotage qu'on met à disposition de nos clients, ce n'est pas un luxe. C'est pas de se dire j'ai un joli tableau de bord de pilotage BI avec des jolies couleurs, c'est un luxe. Non, non, c'est un outil aujourd'hui qui va me permettre de prendre les bonnes décisions, qui a permis à ma cliente là, de Paris de se dire bah oui, cette préparatrice qui est un peu au-delà du coût que j'imaginais pouvoir mettre, finalement mes indicateurs me disent que je peux l'embaucher ou pas. Donc vraiment, c'est des outils de pilotage là, qui vont être importants pour ces officines. Alors, tu parles d'indicateurs, du coup ça fait un très bon relais. Quels sont les indicateurs que vous, titulaires Patrick et Barbara, vous suivez pour vous assurer de votre rentabilité malgré tout derrière vos modèles qui sont différents? Je vais commencer. Alors moi, j'ai mis en place des indicateurs qui vont me permettre de mesurer l'activité que j'ai mise en place au service des malades, puisque c'est mon activité principale. Et donc, je vais analyser des indicateurs fonctionnels et puis économiques. Fonctionnels, au niveau fonctionnel, ça va être le taux d'ordonnance dans les ventes, c'est-à-dire que sur 100 ventes, combien d'ordonnances je vais faire. L'idée étant d'atteindre le plus vite possible plus de 65%, et donc aujourd'hui, je suis à plus de 70%, donc ça, c'est bon. Et puis, je vais suivre le taux de substitution générique, puisque c'est là que 70% de la marge se situe. Donc, c'est mes deux indicateurs fonctionnels. Et ensuite, au niveau économique, ça va être les paniers moyens, donc clients et ordonnances. Et puis, la valeur ajoutée par patient, donc ça, c'est un indicateur que je suis, qui est de dire quelle marge brute chaque personne qui rentre dans la pharmacie génère. Voilà. Et donc, on peut avoir des écarts entre de pharmacie de 6 € à 18. En fait, un écart de 1 à 3 en fonction du mode d'exercice appliqué. Et pour vous donner une idée, quand je suis arrivée ici, la marge brute était à 6,80 et je suis à 16 € aujourd'hui, voilà, en 2 ans et demi. Donc, alors que c'est le même contexte géomarketing que mon prédécesseur, le contexte a même été dégradé puisque vous voyez les travaux dehors pendant 2 ans. Et voilà, malgré ça, j'ai progressé 2,5 fois la rentabilité et j'ai augmenté de 25% mon chiffre d'affaires
tout en perdant 10 000 clients sur l'année. J'ai perdu 40% de la fréquentation. Donc c'est vraiment le choix de l'exercice et c'est ça qui est rassurant à destination des étudiants. C'est ce que vous allez faire, vous, en tant que titulaire, qui va donner un certain type de résultat. Donc vous êtes maître à bord, vous contrôlez. Moi, je ne suis pas la valeur ajoutée par patient, mais tu me l'as fait calculer. Du coup j'ai regardé ça, 12,90 €. Voilà, j'ai regardé ça tout à l'heure. Mais effectivement, ce n'est pas un indicateur que je suis. Et même le chiffre d'affaires en tant que tel, ce n'est pas ce que je pilote aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est mon nombre de patients jour. Très clairement, donc moi, la pharmacie, je l'ai ouverte il y a 5 ans suite à un transfert. On est encore en période de croissance. Et donc, ce que je veux suivre, c'est ça, c'est cette croissance de patients journaliers. Mon but, c'est de faire rentrer un maximum de personnes dans la pharmacie. La marge, le chiffre, on sait que derrière, avec la proposition de produits qu'on a, ça suit. Je veux dire. Donc, ma priorité, c'est quel service, qu'est-ce qu'on met en place pour augmenter un maximum le nombre de personnes qui franchissent chaque jour la porte de la pharmacie. Emmanuel, est-ce que ce sont des indicateurs que toi, vers lesquels tu orientes les pharmaciens qui viennent te voir Alors, moi, je suis expert comptable, donc de base, je parle des données comptables. Donc, effectivement, le premier indicateur qu'on va suivre, c'est l'indicateur de marge commerciale. Et en réalité, on va descendre dans le détail de Barbara et Patrick quand on va identifier une problématique. Voilà. Quand on sent qu'il y a une problématique sur la marge, soit qu'elle évolue dans le mauvais sens, soit qu'elle n'est pas suffisante, on va descendre dans ce détail-là. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas les outils, on n'a pas ça dans la comptabilité. Il faut aller chercher dans le LGO. Hein. Il faut des outils. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir suivre à distance la keynote Winpharma il y a 2 jours. Donc, j'ai vu des choses que je ne connaissais pas, moi, en tant qu'expert comptable. Je ne suis pas un pro des LGO de pharmacie, hein, soyons clairs. Bien souvent, j'ai besoin d'avoir le titulaire à côté de moi pour qu'il m'explique comment aller chercher les informations. Mais aujourd'hui, on a une manne d'informations dans ces LGO qui permettent justement d'avoir des indicateurs qui vont au-delà des indicateurs comptables, qui sont importants. Hein. La marge, c'est important. La capacité d'autofinancement, c'est important. On l'a dit, hein, il faut rembourser un emprunt. Quand on achète une pharmacie, moi, j'ai un client là, qui vient de faire une offre à 4 millions en banlieue de Poitiers. Derrière, il y a des engagements financiers qui vont être importants. Voilà. Donc, il va y avoir des indicateurs à suivre pour s'assurer qu'il n'embarque pas tout son foyer dans une situation qui pourrait être problématique s'il n'est pas en capacité de rembourser son emprunt. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, Emmanuel, par rapport au taux de marge. En fait, ça me fait penser au fait de dire qu'il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif dans notre profession, c'est que comme on n'est pas en marge linéaire, plus votre marge brute va baisser, plus vous êtes rentable. Donc ça, c'est très difficile à comprendre puisque on est dans une marge dégressive lissée. Donc, une pharmacie qui a un taux de marge de 27% est plus rentable qu'une pharmacie qui a un taux de marge de 31%. Parce que derrière, en fait, quelqu'un qui travaille avec 27% de marge va servir moins de personnes pour générer ce 27% de marge et donc aura moins de personnel. Donc, la marge nette finale, à la fin, sera importante. Donc, c'est ça que je regarde en particulier sur mon bilan. Ça nous amène à un autre indicateur, Barbara, que tu mets parfois en avant aussi, c'est ce fameux ratio équivalent temps plein chiffre d'affaires. Tu peux nous en toucher un mot ? Alors oui, voilà, du coup, j'observe la façon dont est générée ma marge et je vais analyser la façon dont j'utilise cette marge. Hein. Donc la masse salariale, c'est la charge la plus importante dans la pharmacie. Et donc, on va diviser cette marge par le nombre de personnes d'équivalent temps plein qui vont permettre de générer la marge. Et donc, pour mon cas personnel, là, ce que j'ai pu réaliser là, c'est qu'on est passé de 75 000 € par ETP de marge générée à 120 000 là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand d'un côté, vous passez de 6,80 à 15 de marge brute et que derrière, vous baissez vos frais pour passer de 75 000 par équivalent temps plein à 120 000, à la fin, le bilan est confortable et rend la société pérenne. En fait, l'entreprise devient durable à ce moment-là. Emmanuel, est-ce que de votre côté, vous avez un éclairage à apporter sur cet axe d'indicateur ? Est-ce que vous êtes force de proposition aussi pour amener les futurs titulaires ou les titulaires qui veulent changer d'officine vers d'autres modèles de réflexion. Alors, chez Pharmatech, quand on prend un dossier de vente, en fait, hein, donc on demande les bilans. Et en fait, alors moi je m'attache particulièrement donc à la lecture du bilan et j'y associe également la lecture de la MDL pour voir en fait la répartition par tranche de médicaments, sachant que les produits donc supérieurs à 1930, hein, le pharmacien gagne
à l'unité sur une boîte, l'équivalent à peu près 90 € et quelques. Voilà. Donc, ça nous donne déjà un ordre d'idée. On peut avoir des pharmacies de 3 millions qui ont plus d'1 million de produits supérieurs à 1930. Voilà, donc, et ce million fait avec des boîtes à 1930 peut être fait avec une quarantaine de boîtes. Voyez, donc, en fait, l'approche qu'on a est à la fois, donc, en effet, alors sur le chiffre, hein, même si le chiffre ne veut plus rien dire, on a cette approche de marge. Donc là, Barbara, elle a une marge extraordinaire par ETP, puisque nous, les critères que l'on a, c'est 110 000 € par ETP. Hein. Donc on travaille déjà avec cette approche marge. On travaillait également avec une approche, alors moi, c'était plutôt en répartition. Quand j'analysais les bilans de mes clients impécunieux, parce que j'avais des clients qui ne me payaient pas, donc j'avais cette approche également un peu comptable, hein, parce qu'il y a aussi des pharmaciens qui n'écoutent pas, hein, qui veulent rester indépendants. Et donc, voilà, donc c'était peut-être un autre haut-parleur qui leur donnait aussi des informations sur peut-être des moyens d'action. Et peut-être, alors on repartait de la ligne en fait du bas et on remontait pour savoir justement quelle était la marge qu'il fallait générer et le chiffre d'affaires en conséquence pour arriver à éventuellement sortir d'une situation délicate. Mais alors, moi, le constat, alors je suis ravie hein, de voir qu'il y a des pharmaciens. Alors, je sais que dans notre assistance, il y a également Toufik Benassou hein, qui suit avec énormément de vigilance, parce que c'était un de mes clients, en répartition, donc toutes les pharmacies enfin, avec lesquelles il travaille, et suit donc les chiffres d'affaires, les rentabilités, etc. Mais je constate néanmoins qu'il y a très peu de pharmaciens qui sont en fait conscients de l'importance en fait de cette part de votre métier pour gérer. Il gère également une entreprise et peut en fait se mettre en place. Alors moi je me disais peut-être qu'avec les développements de l'IA, est-ce qu'il y aurait des choses qui se mettront en place au niveau des officines de façon à aider le pharmacien à mieux piloter son officine. Hein, à nouveau, il n'y a pas de mauvaise pharmacie. Il y a des pharmacies qui sont petites, il y a des pharmacies qui sont plus grosses, il y a différents modèles de pharmacie, mais ensuite, c'est le pilotage de cette pharmacie qui sera important, qui se fait avec une réduction sur des horaires pour adapter une masse salariale, hein, si finalement on n'a pas une rentabilité suffisante. Mais il y a plein d'outils que l'on peut vraiment ajuster avec beaucoup de finesse, avec l'aide de son expert comptable, hein, spécialisé en officine, parce qu'il y a aussi ça. Hein, il y a aussi des pharmaciens qui sont accompagnés par des gens, des experts comptables qui n'y connaissent rien, donc, et qui essaient de dupliquer des modèles d'autres commerces, on va dire, sur le modèle de la pharmacie. Donc là, non, il faut vraiment s'entourer avec des professionnels compétents et performants. Et puis après ça, ça peut être un réseau, ça peut être un groupement. Je pense, voilà, il y a vraiment un panel de pharmacies qui doit pouvoir répondre à un panel d'attente au niveau des pharmaciens titulaires ou actuels. C'est une belle ouverture. Et dans ce que tu dis, Emmanuel, moi j'entends aussi que tout à l'heure Antoine disait on n'est pas formé sur les sciences humaines, les sciences sociales pendant qu'on fait nos études. Peut-être qu'il y a un volet aussi de pilotage qui est un peu sous-estimé dans la formation aujourd'hui des étudiants. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, même si bien évidemment les outils peuvent apporter un certain nombre de choses et en apporteront d'autant plus avec l'évolution des technologies. Malgré tout, il faut savoir la lire, cette information économique. Ce n'est pas le tout d'avoir des outils qui la calculent. Donc voilà. Exactement. Alors, excuse-moi. Mais alors, donc, toujours chez Pharmatech, hein, que j'ai découvert, une super entreprise. Je ne sais pas si, Emmanuel, tu connais Pharmatech. Oui, bien sûr. Voilà, on a des super outils, on fait des prévisionnels. Et en fait, notre rôle hein, n'est pas simplement de mettre en contact hein, un vendeur et un acquéreur. Hein. Ce n'est pas ça le métier, notre métier de transactionnaire. C'est vraiment un accompagnement global. Hein, au même titre que, là tout à l'heure, j'ai une dame que j'installe et qui avait le choix entre un expert comptable et un autre. Bon, l'expert comptable dont elle parlait initialement, je ne la connaissais pas. Je connaissais en revanche le second. Et alors, il y avait une question de prix. Mais je lui dis, mais attends, mais à votre niveau, enfin, vous démarrez une activité, mais entourez-vous de quelqu'un de performant qui va vous accompagner. L'élément important, c'est l'accompagnement.
Voilà. Un pharmacien ne doit pas rester seul et justement se lancer dans cette aventure d'installation tout seul. Il faut qu'il trouve des gens bienveillants qui l'accompagnent sur ce nouveau chemin. Mais je pense que voilà, la clé de la réussite, elle est aussi là. Hein. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose ? Des fois, il y a un problème qui se pose dès l'achat de la pharmacie, parce que le problème souvent, c'est que les prix d'achat sont souvent calculés en fonction des moyennes interfimaux. Ça fait là, par exemple, 2025, on va prendre les moyennes de 2024. Le temps qu'on fasse l'achat de la pharmacie, on sera en 2026. Actuellement, les tendances sont quand même pas très bonnes. On a plutôt une baisse de marge, etc., de BE. Donc, en fait, on est en train d'acheter une pharmacie en 2026 sur des critères de 2024 qui seront plus du tout les mêmes quand on va arriver au comptoir de la pharmacie. Déjà, première chose. Donc, on risque d'avoir acheté trop cher par rapport à la viabilité financière du moment réel d'achat de la pharmacie. Et deuxième chose, c'est que généralement, les bilans, on n'en fait qu'un par an. Et ça, en fait, 1 an pour avoir un bilan, c'est trop long, quoi. Il faut avoir un bilan à 6 mois pour piloter plus près à l'officine. Il ne faut pas un bilan à 6 mois et il ne faut pas un bilan à 1 an. Je suis tout à fait d'accord. Le bilan, c'est de regarder dans le rétroviseur. Quel est l'intérêt ? Bien sûr. Voilà. L'important, c'est d'avoir des outils de pilotage, mais qui soient fréquents, fiables, frais, donc simples. Il faut qu'en début de mois, le pharmacien ait déjà une idée de ses indicateurs du mois précédent. Et après, le bilan, moi, clairement, il s'en moque, finalement. Le bilan, c'est juste pour savoir combien on va payer d'impôts. Ah, monsieur Leroy, j'ai payé combien d'impôts ? C'est pas comment va la pharmacie. La pharmacie, on l'a vu avec les outils de pilotage. Et je reviens sur ce que vous dites. Effectivement, les pharmaciens ont la chance d'avoir beaucoup d'experts comptables spécialisés. Voilà. Je peux même parler de mes confrères, qui sont mes concurrents aussi, qui travaillent très bien. Et souvent, on a un pharmacien qui vient nous voir en nous disant bah oui, mais alors moi, je veux que vous m'installiez, enfin, vous m'aidiez à m'installer, mais vous comprenez, mon beau-frère est expert comptable, je vais quand même travailler avec lui. Bah non, votre beau-frère, vous allez l'inviter au restaurant, hein, et puis vous allez travailler avec un expert comptable qui connaît votre secteur d'activité. Vous avez raison, on ne gère pas un coiffeur ou un boulanger comme on gère un pharmacien. Alors, je retiens qu'il y a une notion d'accompagnement aussi. On a eu vos éclairages, Emmanuel et Emmanuel. Barbara, toi, dans votre approche, cet accompagnement, il peut s'exercer comment ? Comment est-ce que tu... Alors, c'est justement tout ce qu'on a voulu mettre en place avec Jérémy lorsqu'on a créé le réseau Origine, qui, on disait à l'origine de l'étudiant, quand il démarre les études, il aimerait exercer le métier d'une certaine manière. Donc, c'est ce qu'on veut lui permettre de faire, parce que très souvent, il nous dit « mais on ne pensait pas que c'était possible ». Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est de la formation pour aider et leur permettre de dire pourquoi c'est possible et comment le faire. Et comment le faire, ça commence par savoir lire l'activité, lire le cœur du réacteur de la pharmacie. Quand vous avez un bilan devant vous, c'est se dire, vous allez vous aider du LGO et voir combien rapporte chaque personne qui rentre. C'est ça qui va vous aider. Si vous débutez à 9, vous dites, OK, comment je vais faire pour monter à 15 ou rester à 9, c'est un choix, mais au moins vous agissez en âme et conscience. Donc c'est ce qu'on va mettre en place avec Jérémy dans nos différentes formations pour éclairer, en fait, puisque cette formation n'a pas lieu à la faculté aujourd'hui. Malheureusement, on a 6 ans d'études, je dis toujours on est des BTS++, on a fait des super techniciens du médicament, mais on n'a pas cette partie gestion, alors qu'on va finalement à la fin gérer des chiffres d'affaires importants, parce que même 1 million d'euros, c'est beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font 1 million d'euros en France. Voilà. Et ça nous paraît petit, mais non, c'est quand même voilà. Il y a un impact économique, un impact social, il y a des employés, il y a des patients, il y a des traites, il y a des impôts, il y a des responsabilités. Et voilà, tout l'enjeu, c'est de former les étudiants à pouvoir prendre connaissance et puis agir après en fonction d'eux. Un dernier retour, Emmanuel ? J'espère que dans l'assistance à distance, nous aurons des doyens de faculté qui vont nous ouvrir un petit peu plus d'heures de formation. Moi, je donne des cours de gestion bénévoles en plus. C'est même pas pour faire de l'argent. Je suis bénévole à la fac d'Orsay pour donner des cours de gestion aux 5e année. Mais il faut batailler avec les doyens pour avoir ces quelques créneaux. Donc, je crois qu'il y a effectivement un vrai sujet de formation là-dessus. Oui, Emmanuel, tu as presque dit le mot de la fin, un peu avant la fin, mais en parlant de cette pluralité de modèles, finalement, vers une pluralité de profils, je pense que c'est un peu ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a peut-être pas un seul modèle, il y a plusieurs modèles qui, dès lors qu'on s'y épanouit et qu'on retrouve le sens du métier, finalement, donnent de la perspective. Merci pour votre éclairage économique. S'il y avait une chose à retenir de vos interventions à tous, et peut-être quelque chose de facile à activer pour l'audience qui nous écoute et qui veut mettre un pas de plus dans cette approche économique, qu'est-ce que vous auriez envie de retranscrire ?
Alors, moi, j'aurais envie parce qu'on parlait de l'avenir et de qu'est-ce qui devrait faire la pharmacie de l'avenir. Bien sûr qu'il y aura plusieurs modèles plusieurs modèles vont coexister. Mais pour moi, celles qui résisteront mieux demain, c'est celles qui auront une part d'ordonnance la plus importante dans leur chiffre d'affaires et qui auront la part de TVA supérieure à 80%. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait, la TVA de 1 est votre ami et les produits chers sont vos amis. Voilà, c'est ce que je voudrais conclure avec ça. Emmanuel ? Je peux faire une conclusion. Moi, je crois que le défi aujourd'hui, ça ne va pas être de survivre à la crise. Le défi du pharmacien, ça va être de transformer ces contraintes économiques qui sont importantes, on ne va pas se le cacher, les contraintes économiques sont importantes, en levier de sens et de professionnalisation. Je crois qu'on est vraiment dans le cœur du sujet là. Moi, je suis expert comptable, je parle beaucoup de chiffres, mais en réalité, ce qui va garantir la survie des officines, c'est la recherche de sens, déjà pour fédérer l'équipe aussi, c'est important, et puis la professionnalisation et les outils de suivi des indicateurs, qu'on pourrait réfléchir ensemble, parce que je pense qu'il y en a certains que je n'utilise pas. Patrick, pour conclure ce volet économique ? J'ai un petit bémol là sur les produits chers. Nous, on a la TASCOM, donc c'est la taxe sur la surface commerciale, parce qu'on a plus de 400 mètres carrés de surface de vente. Et grosso modo, c'est un calcul très complexe, mais à la fin, ça fait 0,3% de mon chiffre d'affaires. Et je dis bien du chiffre d'affaires, pas de la marge. Donc vous prenez un produit cher qui vaut 30 000 €, on a 95 € de marge, effectivement, 0,3% de 30 000 €, je donne 100 € de TASCOM. Je l'ai vendu à perte. Si je ne le vends pas, je pense que j'ai la DGCRF qui va me dire mais c'est un refus de vente. Et si je le vends à perte, j'ai un autre de la DGCRF qui va me dire mais c'est une vente à perte. Je ne sais pas quoi faire. Donc les produits chers, j'ai un petit bémol. mais sinon, je pense malgré tout que les marges vont continuer à diminuer. D'une part parce qu'il y a un contexte global français qui fait que l'État n'a plus de sous, quoi. Donc ça, faut quand même en être conscient. Et donc on va rechercher des économies un peu de tous les côtés. Le médicament, c'est facile, ça tape dessus. Les Français, ils ne le subissent pas tant que ça, c'est pas leur portefeuille, etc. C'est quand même beaucoup moins indolore qu'une hausse d'impôts. Et pourtant, ça crée des pénuries, ça, on en est tous conscients. Ça va en créer encore plus parce que quand même, ce qu'il faut voir, c'est les annonces de Trump sur le médicament qui dit qu'il ne payera pas plus cher que le prix plus bas partout dans le monde. Donc, ce que les labos innovants sont en train de dire, attention, la France, on ne vous fournira plus les produits innovants, parce que le prix aligné sera le prix le plus bas. Vous avez vu ce qui s'était passé avec les flux ELDA, ça va se reproduire. Donc ça a une vraie alerte pour l'avenir. C'est pas le sujet actuel là, pour le Doliprane ? Ils vont faire des appels d'offres ? Peut-être c'est sur le paracétamol de le passer en générique, quoi, le Doliprane, mais... Bon, j'espère quand même, malgré tout, on va finir sur une note positive. Comme que tu donnes le moral. Non, mais ce que j'avais dit après, ce que j'avais dit avant, dans toute situation, il y a des virages, il y a des choses. Mais bien sûr. Retenez que Patrick va tous les matins au travail avec le sourire. Donc, malgré tout, ça ne change pas du tout. L'épanouissement est le rendez-vous. Alors, merci à tous les quatre pour vos compléments sur cet axe économique. Merci à tous les intervenants qui ont donné de leur générosité, de leur temps aussi ce soir pour être là, parce que malgré tout, c'est samedi. Voilà, on sait que vous avez aussi des vies personnelles, c'est important, on en a parlé. Moi, j'ai envie de dire, continuons à faire vivre ces échanges, à partager ces expériences, parce que c'est enrichissant. Je pense qu'on a tous appris des choses ce soir. J'aimerais qu'on laisse la parole peut-être à l'audience pour une session de questions-réponses. Alors, que ce soit aux intervenants qui sont ici et aussi à ceux qui ont parlé sur l'approche éthique. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu ce soir? Bonjour à tous, je suis préparatrice en pharmacie et je suis porte-parole du Comité national des préparateurs en pharmacie d'officine. Et je me posais la question, dans vos différents modèles, quelle place pour le préparateur ? Moi, je veux bien... Vas-y, Xavier, si tu veux. Je dirais effectivement une place de plus en plus importante. Vous savez effectivement qu'on parle de professionnalisation d'une année supplémentaire pour les préparateurs en pharmacie. Ça, c'est un projet que portent effectivement les facultés et la profession, parce que nos métiers évoluent. D'ailleurs, la nouvelle grille, je dirais, le reflète aussi, puisque les coefficients augmentent, et ça reflète aussi l'augmentation des nouvelles responsabilités que nous avons. Puisque maintenant, les préparateurs peuvent aussi vacciner, par exemple. Il serait bon aussi qu'ils puissent faire la nouvelle mission avec nous. Par exemple, les bilans de prévention santé, je pense que c'est tout à fait effectivement à même de les mener avec nous, par exemple. Voilà, mais Barbara peut-être aussi. Non, moi, je voulais dire qu'en fait, on ne trouve pas de préparateurs. En fait, moi, j'aimerais pouvoir travailler avec des préparateurs, mais il n'y en a pas assez sur le marché. Et donc, vous postez une annonce, je ne trouve pas.
Donc moi, je serais ravie. En fait, j'ai travaillé par le passé dans mon officine précédente avec... j'étais une petite équipe, il y avait une préparatrice et une assistante, et je n'en trouve pas. Donc aujourd'hui, j'ai une apprentie préparatrice qui est épanouie au possible parce qu'elle découvre un modèle axé sur la santé, et c'est merveilleux parce que je la vois vraiment solaire. En fait, elle est toute contente d'avoir trouvé un écrin pour pouvoir s'épanouir, mais vous n'êtes pas assez formés, enfin, il n'y a pas assez de diplômés chaque année, je trouve. Je pense qu'il y a aussi un sujet d'attractivité, mais là qui est en train d'être pris en main. Il faut savoir qu'à partir du 1er novembre, il y a quand même la grille des qualifications en pharmacie qui évolue et qui donne une vraie perspective de carrière. Aujourd'hui, quand on était embauché comme préparatrice dans une officine, peut-être qu'on voyait sa rémunération augmenter, mais on ne parlait jamais de coefficient. Alors qu'aujourd'hui, réellement, il va y avoir une reconnaissance et du sens, on reste toujours sur la même chose, du sens à ce métier de préparateur avec des perspectives d'avenir dans les officines. Donc c'est positif, ça va évoluer de manière positive. Je vais juste compléter, si on répond stricto sensu à la question quelle est la place du préparateur et qu'est-ce qu'elle va devenir, je pense que ça va être au comptoir en fait. C'est-à-dire qu'on a un glissement de compétences, on a besoin de libérer du temps pharmacien, on en parlait un peu tout à l'heure, et le préparateur, toutes les tâches de back-office, et là je me retourne vers Xavier, j'imagine qu'il y a des solutions qui arrivent, la robotisation en fait partie, l'IA en fera peut-être partie, on a des choses qui vont s'automatiser. La réalité économique et les difficultés nous forcent à nous poser la question de la rentabilité, chose qui n'était pas le cas avant. On vivait dans nos entreprises, elles fonctionnaient, on ne regardait pas nos indicateurs, il n'y avait pas d'utilité de les regarder. Donc aujourd'hui, par contre, on est obligé de le faire, on est obligé d'optimiser, et cette optimisation conjuguée au glissement de compétences va faire que le préparateur va effectivement faire le travail anciennement du pharmacien et va aller, je pense, aussi vers les nouvelles missions, mais pour aussi suivre l'évolution du métier de pharmacien. Donc revaloriser aussi finalement son métier. Bien sûr. Et donc le rendre plus attractif. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. J'ai aussi envie de vous retourner la question, en fait, quelle place pour vous, effectivement, auront les préparateurs à l'avenir? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Toutes les idées que vous évoquez, elles font sens dans l'évolution de ma profession, notamment l'ouverture des bilans femmes enceintes, l'ouverture de la gestuelle des TROD, qui nous a été enlevée récemment pour les TROD Covid. C'est un peu contre-productif pour tout le monde. Et aussi revenir, mettre le préparateur au comptoir et plus avoir des tâches de back-office qui peuvent être faites soit par de la robotique, soit par des personnels qui sont logisticiens et qui ont pour cœur de métier la logistique, ce qui n'est pas notre cas. Et beaucoup de préparateurs sont encore trop en back-office alors qu'ils ont les compétences pour vous suppléer au quotidien au comptoir. Je dirais juste qu'en termes de qualité de vie, effectivement, j'essaie assez rapidement dans ma pharmacie de spécialiser nos collaborateurs en leur faisant faire beaucoup de comptoirs. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, oui, mais tout le temps, en termes de charge mentale, c'est beaucoup quand même. Et de temps en temps, avoir une polyvalence des tâches est important dans la qualité de vie au travail aussi. Donc c'est un juste équilibre à trouver qui n'est pas toujours simple, suivant les collaborateurs. Après Xavier, je réagis à ça. Est-ce que cette charge mentale au comptoir, on ne peut pas l'alléger d'une certaine manière? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as réfléchi? Parce que on parle d'un back-office qui peut-être est allégé, automatisé, mais est-ce qu'au comptoir, on ne peut pas faire des choses aussi? Je termine simplement en disant que la polyvalence des choses peut être aussi de laisser des gestions de laboratoire à ces préparateurs. Peut-être aussi la gestion du tiers payant, le retrait des dossiers, les facturations aussi, l'enregistrement des factures, etc. Moi, je complète, c'est une très bonne remarque. En fait, j'ai mis en place une optimisation maximale du back-office et en fait, ma devise, c'est que tout le monde doit savoir tout faire. Donc, c'est-à-dire que mon apprentie, elle sait déjà traiter le tiers payant, là. Elle sait déjà, enfin voilà, bon, on n'a pas de laboratoire parce que moi, je ne fais pas de parapharmacie, mais voilà. Et donc, on doit tous savoir tout faire, quel que soit notre niveau. Et moi, je suis dedans. C'est-à-dire que je suis au comptoir, je suis en back-office, je sors la poubelle, enfin voilà. Et je trouve ça important qu'on soit tous... voilà, on aplatit au maximum la pyramide et je reste malgré tout le capitaine du bateau. Mais voilà. Moi, je pense que l'intelligence artificielle au comptoir va apporter également énormément d'évolution dans les compétences en fait,
permettre justement de pouvoir faire des commentaires d'ordonnance qualitatives, de pouvoir donner des renseignements complémentaires sur telle ou telle pathologie, même des conseils diététiques. Et ce seront des évolutions pour le personnel, enfin l'intégralité des équipes, préparateurs ou pharmaciens. Alléger la charge et permettre peut-être de vivre le comptoir de manière plus légère. Complètement. Avec sécurité. Oui, tout à fait. Si je me permets, moi je vois bien un nouveau statut de la préparatrice, comme on a les infirmières cadres dans les hôpitaux. J'aimerais bien qu'il y ait des préparatrices cadres en fait. Avec, on parlait tout à l'heure de la tranche d'un pharmacien par 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai pas réussi à remonter quand il est arrivé sur 1,3 million. Je sais pas si c'est le changement du franc à l'euro, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été réévalué. On inclut tout dedans, dont la parapharmacie qui a subi une inflation hyper importante. Ouais. On enlève quand même les produits chers, supérieurs à 1930. Mais on garde toute la para. Donc, à un moment donné, je trouve ça bizarre d'enlever une partie des médicaments et continuer d'inclure les brosses à dents et les dentifrices. Et je pense que ça, demain, de tenir compte justement d'avoir une préparatrice cadre et d'en tenir compte par rapport au chiffre d'affaires, je pense que ça sera une évolution. Et je pense que ce sera une évolution aussi parce que de plus en plus, nos officines, si demain on dit à l'État, OK, vous pouvez baisser le prix du médicament, mais en fait, moi, mon problème, c'est ma masse salariale, il me faut moins de pharmaciens parce que ça me coûte trop cher. Et par contre, on pourrait faire ça, faire la préparatrice qui, effectivement, sur des coefficients moins importants, en lui donnant un nouveau statut, je suis sûr que l'État va dire oui. Donc, je le vois bien arriver comme ça, en fait, pour une raison déjà économique, pour la pharmacie, mais aussi pour l'État. Je me permets juste de rebondir sur l'intelligence artificielle, donc, qui pour moi ne remplacera pas ni le préparateur en pharmacien, ni le pharmacien, parce qu'avant tout, c'est un métier de relation. Et donc par rapport à ça, par contre, l'intelligence artificielle dans le domaine du rapprochement des factures comptables ou dans le domaine de la gestion du back-office, là oui, elle va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, et ce temps-là, on va pouvoir le réintroduire au niveau des patients, justement, et dans leur accompagnement. C'est plus là où l'intelligence artificielle va avoir son rôle, en fait, je pense. Alors, c'est pas pour se substituer... c'est pas pour se substituer aux préparateurs ou aux pharmaciens, c'est vraiment pour apporter une compétence supplémentaire. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous donnent donc un certain nombre d'éléments d'information sur des contre-indications, quand il y a, ou alors des interactions médicamenteuses. Mais là, il y aura d'autres choses qui pourront sortir de cette intelligence artificielle sur un complément d'information pour le patient, qui a déjà un fort niveau d'informations sur ces pathologies. C'était, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais voilà. Enfin, moi, je le vois vraiment plutôt dans ce sens-là. Pour compléter ce que dit Emmanuel, et rebondir sur ce que dit Xavier, bien évidemment, Xavier, que la relation patient, elle est au cœur, mais au comptoir, on peut aussi assez vite être captif de son écran. Et ça coupe la relation patient. Et je pense que la valeur ajoutée du pharmacien, du préparateur et de tout collaborateur au final, c'est d'être dans le lien avec le patient. Et si en effet on peut soulager l'humain de certaines intelligences artificielles et autres, c'est une manière de se libérer et de retrouver son patient. Enfin, moi, je suis patiente de pharmacie comme tout à chacun. Combien de fois j'arrive, je donne mon ordonnance, de temps en temps on me dit bonjour et après il ne se passe plus rien pendant quelques minutes parce qu'on tape des produits. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien qu'on m'aborde autrement. J'ai eu une démonstration justement sur un outil d'intelligence artificielle pour les médecins, où on a eu vraiment la démonstration. On avait deux cardiologues, l'un qui faisait le cardiologue et l'autre qui faisait le patient. Aujourd'hui, moi j'ai passé les 50 ans, quand vous allez voir un cardiologue, le cardiologue, il vous pose énormément de questions, mais il ne vous regarde pas. Il est sur son écran, il regarde son écran, il tape, il écoute ce que vous dites, mais il ne vous parle pas. Là, avec les outils d'intelligence artificielle, le cardiologue n'a pas lâché des yeux son patient. Et il n'a rien écrit. Et c'est l'outil d'intelligence artificielle qui a retraduit, et j'étais franchement un peu scotché, parce qu'il a même retraduit des choses, des non-dits du patient. Parfois, le patient, il avait une certaine pudeur sur certaines situations, il ne disait pas les choses. L'intelligence artificielle, de manière plus crue, elle a traduit ça. Derrière, les cardiologues qui étaient dans la salle ont dit oui. Alors, il y a quand même un petit temps derrière où il va falloir peut-être reformuler certains sujets, mais au moins, on a déjà gagné du temps et on a gagné du temps patient. On est face à son patient. Et je pense que dans la pharmacie, il y a ça aussi. On parlait de l'épuisement des pharmaciens. C'est un sujet sur lequel on m'interroge souvent, notamment sur les robots. Les robots, c'est génial parce que finalement, on est bien plus devant
son patient que dans le back-office à aller chercher des boîtes. C'est génial. Sauf qu'à un moment, 8 heures face à un patient, à parler à un patient, c'est aussi un peu épuisant. Il faut trouver des temps de respiration et donc avoir d'autres activités que juste de la délivrance au comptoir. Je voudrais réagir parce qu'on aborde le sujet de l'intelligence artificielle, donc je vais amener un document qui a été produit très récemment par le Shift Project sur les usages de l'IA. Bon, il y a un truc dont il faut se méfier avec toutes les révolutions technologiques, c'est les effets rebonds et leur soutenabilité. C'est-à-dire que déjà, la question de l'intelligence, c'est en fait du calcul statistique. Hein. Donc, factuellement, c'est pas intelligent au sens où on l'entend. Ça s'appuie sur des données qui doivent être produites à un moment donné, sur des modèles qui doivent être entraînés. Et derrière, en termes de consommation énergétique, en termes de matière mobilisable pour produire ces calculs-là, c'est des choses qui sont liées à des ressources. Ok, peut-être qu'il y aura des applications dans lesquelles ça pourrait être relativement utile, mais là, vous preniez l'exemple des robots. Bon, nous, on a développé un logiciel où, avant, j'avais un robot, un automate qui m'amenait les boîtes. On a développé un logiciel de manière assez simple, plutôt sur un état d'esprit qu'on appelle low-tech. C'est d'aller chercher le minimum d'impact matière et le maximum d'ingénierie, mais en considérant le minimum d'énergie à investir pour avoir un résultat. Donc, il y a une notion d'efficience dans le calcul ou dans la méthode. Bon, et avant, j'avais un robot, et aujourd'hui, avec des barquettes en carton, j'ai une productivité qui est meilleure en termes de gestion de stock parce que j'ai changé de paradigme en termes de gestion de stock. Alors, ça n'a pas fait l'affaire du vendeur d'automates. Et mes barquettes en robot, là, ça fait certaines, je les ai depuis. Mes barquettes en carton, ça fait plus de 10 ans que certaines j'en ai et ça fonctionne bien. Donc je vous invite à venir voir parce que très factuellement, c'est une gestion de stock qui est unique, assez unique en France. Mais là, j'ai une question sur l'ordre économique et j'aimerais bien une réponse. C'est-à-dire que justement pour étudier de manière assez fine le lien entre économie, énergie et climat, on se rend compte qu'on a un tel couplage aujourd'hui économie-énergie que on peut considérer toute création de dette comme étant une promesse de consommation d'énergie future. Et sauf qu'on fait des promesses de consommation d'énergie future sur des énergies qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas parce qu'on a atteint notamment le pic pétrolier. Le pic pétrolier est passé. Donc moi, je fais partie des gens qui, pour s'endormir le soir, je lis les rapports de l'Agence internationale de l'énergie. On n'est pas très nombreux dans la profession, mais quand on veut appréhender ce qu'est l'économie et ce qui sous-tend l'économie, c'est toujours une question de ressources, et notamment de ressources énergétiques. Et la critique que je fais globalement de la perception de l'économie officinale, c'est qu'on est très très fort, et parfois on est très très technique dans notre compréhension de l'économie de la pharmacie d'officine tout de suite maintenant, mais qu'on oublie de se poser des questions fondamentale sur ce qui sous-tend l'économie et qu'est-ce que c'est que l'économie. Et là, on découvre que l'économie, c'est avant tout des représentations et des croyances. Voilà. Et que les seules choses factuelles sur lesquelles l'économie se base, ce sont des ressources physiques, des ressources qui sont limitées, des ressources qui sont en train de s'épuiser. Et en les consommant, en les consumant, en plus, on détruit notre environnement. Donc voilà, quel est l'avis d'un expert comptable sur le couplage énergie, économie, climat ? Alors, je ne vais pas vous donner l'avis d'un expert comptable, je vais vous donner l'avis d'un breton. Hein, un breton des Côtes d'Armor. Et je suis tout à fait... Non, alors pas les éoliennes, parce que ça, au Val-André, les voir au loin, ça me perturbe un petit peu. Mais par contre, l'usine marémotrice de la Rance, des marées, il y en aura toujours. Hein. Et je suis tout à fait en ligne avec vous sur la partie de l'énergie carbonée, de l'énergie qui vient du pétrole. Là, il y a un vrai sujet. Mais aujourd'hui, des ressources, il y en a beaucoup et ça va faire partie de l'intelligence des acteurs de s'orienter vers ces ressources. Après, il y a d'autres problématiques. Il y aura toujours des problématiques. La problématique des éoliennes, c'est peut-être qu'on a besoin de terres rares pour faire tourner ces éoliennes. Et aujourd'hui, les terres rares, elles ne sont pas chez nous. Et l'extraction des terres rares, ça coûte cher en eau. Donc il y a toujours ces problèmes. Mais en même temps, aujourd'hui, nous, on n'est pas dans l'âge de cristal. On a décidé de maintenir en vie
nos concitoyens le plus longtemps possible, et on se rend compte que ça coûte de l'argent et que ça va coûter de l'énergie. Mais c'est un choix. Moi, j'ai pas envie à un moment de dire à mes parents, bon, bah, maintenant, vous coûtez trop cher à la collectivité, donc on va arrêter les traitements et puis et vous allez... Voilà. Donc, c'est pas le sujet. C'est le choix de société qu'on a fait aujourd'hui, mais ça demande de l'intelligence, et notamment sur la partie, alors vous avez complètement raison, sur la partie, nous, chez Ridge, on est entreprise à mission. Hein. C'est important pour nous, ces sujets-là. C'est pour ça que je parlais, il n'y a pas que la partie financière. Je suis expert comptable, j'ai fait des études de comptabilité, ok, c'est très bien. Mais il y a d'autres sujets. On est en lien avec vous là-dessus. J'insiste, hein, parce que c'est vrai que le médicament, c'est de la chimie organique, c'est de la chimie du carbone. C'est-à-dire que quand on remonte la chaîne de fabrication, à un moment donné, il y a du naphta qui est passé dans un vapocracker. Donc, faut aussi avoir cet aspect-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépendant d'une ressource qui est la ressource fossile pour fabriquer nos médicaments. Et elle s'épuise. Et le meilleur moyen, finalement, de ne pas en avoir besoin, c'est de briser le besoin. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va inventer un modèle économique basé sur le maintien en bonne santé, et non pas, évidemment, dire on va refuser les soins aux gens, parce que ce serait une posture validiste, de se dire vous n'êtes pas valide, donc allez vous faire voir, et ce n'est pas le but d'un professionnel de santé. Néanmoins, sur des questions éthiques qui sont absolument fondamentales, on peut aussi se poser la question de savoir si est-ce que la mort est vraiment une défaillance technique. Et là, on a un sujet politique, on a un sujet éthique, parce qu'on doit quand même faire face aussi, dans le monde économique tel qu'il est, on doit aussi faire face à des influences, notamment des influences libertariennes, pour les citer, qui, sur le plan éthique, sont pour le coup très douteuses et très validistes. Voilà. Bon, je vais Non, mais je suis pas du tout, je suis pas embêté par cette question. Moi, ce que je dis je le dis et je le pense très sérieusement, c'est que la vie est une maladie mortelle. Voilà, De toute façon, la vie est une maladie mortelle. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est un peu des relais de croissance pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'économie de l'officine. Et je crois que la prévention est aujourd'hui un très gros relais de croissance pour l'économie de l'officine. Et l'objectif du pharmacien, ce n'est pas de vendre des boîtes, c'est de rendre ses patients en bonne santé. Et la prévention en fait partie. Là, il y a quand même un sujet aussi de valorisation de ces actions de prévention. Je vais rebondir un petit peu aussi par rapport quand même à l'intelligence artificielle dont on parlait à l'instant. Mais aujourd'hui, les bilans de prévention prennent environ 30 minutes. Avec l'usage d'outils qui font intervenir l'intelligence artificielle sur la base des questionnaires que les patients remplissent pour gagner déjà du temps lorsqu'ils les remplissent, on peut réduire ce temps d'environ de 30 à 20 minutes en temps plus efficace et plus complet grâce, je dirais, à l'analyse qui est faite par l'intelligence artificielle et notre relecture. Toujours avoir un humain dans la boucle, un professionnel de santé, préparatrice, ce serait bien, pas encore le cas, j'espère bientôt, mais en tout cas pharmacien. Et j'ai devant moi la fiche de l'ANSM, que Barbara a affichée dans sa pharmacie, qui dit « Les médicaments contre l'insomnie, c'est pour quelques nuits. La méditation, c'est sans modération. » Et je crois que là, en santé intégrative, on a des débuts de solutions de décarbonation. Quoi. Oui, mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui font la dispensation à l'unité des benzodiazépines, à ton avis ? Eh bien, il faut qu'ils se réinventent et donnent des cours de méditation, peut-être. Hein. L'intelligence n'exclut pas le contrôle, Xavier, et c'est peut-être... alors, j'allais dire peut-être le mot de la fin, parce que je sais que le temps a couru, parce que voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience ? J'en vois une. Bonsoir, merci beaucoup. Guillaume, pharmacien, thésé il y a 20 ans, de Marseille. Je m'étais posé la même question que Clara ou d'autres il y a 20 ans, parce que moi j'ai fait 15 ans d'industrie, donc je suis désolé, j'ai mis plein de médicaments chers qui soignent sur le marché en oncologie. Après, j'ai eu des expériences entrepreneuriales. Et puis finalement, je suis revenu à la fac, j'ai repris l'officine, et je suis revenu à l'officine parce qu'en 20 ans, j'ai trouvé que le métier avait énormément changé. Et en l'occurrence, tous les nouveaux services et tout ce qu'on est capable de faire maintenant en termes de prévention, en termes de nouvelles choses, et comparé au rythme de vie que j'avais, puisqu'on parle beaucoup de qualité de vie aussi en industrie pharmaceutique, je trouvais ça beaucoup plus concret, beaucoup plus intéressant. Alors, blague à part, comme ça, je l'ai fait. Comme le thème de la soirée, c'est la quête de sens. Bon, moi, finalement, j'ai déménagé à Sens. Comme ça, j'ai réglé le problème. C'est au niveau de la quête de sens. Vous êtes tous invités dans le nord de Lyon, dans la belle ville de Sens. Je recrute, je cherche des pharmaciens, des adjoints, n'hésitez pas. Tout ça pour dire que, qu'est-ce que vous pensez de vous qui êtes encore dedans et qui avez peut-être... qui avez vécu tout ce changement. Moi, franchement, en 20 ans, quand j'étais dans mon petit monde dans l'industrie, de revenir vers l'officine et de voir maintenant ce que c'est devenu. On parle de la pharmacie de demain, mais déjà la pharmacie d'aujourd'hui,
c'est un truc de dingue, ce que c'est sexy et ce que ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans. Enfin, il y a 20 ans, moi, si je suis parti dans l'industrie, c'est parce que ça ne me motivait pas et je ne trouvais pas ça aussi sympa que ce qu'il y a maintenant. Et c'est quand même un sacré beau métier, une sacrée nouvelle façon aujourd'hui de la faire. Ce sera encore mieux demain quand les préparatrices pourront faire des bilans et qu'on pourra tous refaire des trots de Covid et tout et tout. Mais c'est déjà vachement chouette la façon dont on peut faire le métier aujourd'hui, être coordonné avec les médecins, coordonné avec tous les professionnels de santé. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de comment on peut faire le métier aujourd'hui? Alors, moi, je rigole parce qu'en fait, j'avais tout à fait cette vision-là, venant d'une famille de pharmaciens. Et à chaque fois, j'allais chez mes oncles et tantes, j'avais l'impression qu'ils passaient leur temps. J'avais un balai de tiroirs qu'on tirait. Voilà, alors on baissait la tête pour que l'autre puisse ouvrir le tiroir. Et puis, je me disais, mais c'est dingue. Et puis, ils étaient devant leurs ordonnances. Et puis, ça prenait du temps. Et puis, mais on ne regardait absolument pas le patient. Et c'est vrai que c'était... Alors, du coup, je suis partie en industrie. J'ai fait pareil. Hein, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, mon fils aîné est pharmacien hospitalier. Parce qu'il voulait donner un sens aussi à ses études de pharmacie. Et il me disait, plus je fais des études et plus j'apprends et plus je me sens intelligent. Et en fait, je me dis que ce pharmacien hospitalier, il a toutes les compétences et toutes les qualités pour faire le métier que fait aujourd'hui le pharmacien d'officine, parce qu'en fait, il a cette connaissance technique du médicament, de la pharmaco, des effets secondaires, etc. Parce que le métier a évolué comme ça, en fait. Et c'est chouette, en effet, que ce métier de pharmacien, qui est un beau métier, ait évolué dans cette direction et non pas en distributeur de boîtes comme il a pu l'être il y a une quarantaine d'années. Après ça, pour revenir sur le volet économique, en fait, il y a de très belles opportunités pour s'installer, pas à n'importe quel prix. C'est ça surtout dont il faut faire vraiment attention. Voir aussi peut-être la fusée à plusieurs étages, parce qu'on achète quelque chose à un instant T, mais peut-être qu'il y aura d'autres opportunités qui pourront apparaître dans le rayon de la pharmacie. Donc il y a aussi tout cet environnement dans le choix de l'officine. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaise pharmacie à reprendre, il y a des opportunités. Alors moi, j'ai fait industrie aussi au début. Je n'étais pas en officine tout de suite, même si je suis revenu assez rapidement dans l'officine. Et je pense que les patients ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière une officine. En fait, c'est quand même magnifique, quoi. Je veux dire, le tiers payant, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. On envoie les flux aux mutuelles, à la CPAM, ça revient en quelques jours. Vous n'avez pas le produit, vous le commandez à 12h30, vous l'avez à 13h30. Sur un catalogue de plusieurs milliers de références, ça c'est assez extraordinaire. Et ça c'est plus fort qu'Amazon, soit dit en passant. On l'oublie un peu, on se dévalue par rapport à ça. Et ça on n'arrive pas à le faire savoir. Moi j'ai mes parents aussi qui sont pharmaciens et c'est pour ça que je voulais pas faire officine, parce que je voyais cet aspect-là. Je me disais, bon, ok, effectivement, on prenait l'ordonnance. C'est un peu ce qu'on voit, on prend l'ordonnance, on prend la carte vitale, on prend la carte manuelle, puis ça pianote. On redemande l'adresse, le numéro de téléphone. Je sais pas, je crois que c'était tout dans la carte, quoi. Et les gens se rendent pas compte à quoi ça sert tout ça. Donc il y a une vraie nécessité de le faire savoir et de le faire savoir aussi aux étudiants pour voir qu'effectivement c'est un très beau métier qui est très complexe en fait en back-office, quoi, avec énormément de choses à gérer. Merci pour cette ouverture, Patrick, et cette note positive, peut-être pour conclure cette table ronde. Voilà, vous tous qui êtes là ou qui nous écoutez ce soir, il y a peut-être des questions qui vont venir, des questions complémentaires. Tous les intervenants aujourd'hui sont relativement actifs sur les réseaux sociaux, notamment, je pense à LinkedIn. N'hésitez pas à aller les contacter par ce biais-là et à poursuivre vos réflexions avec eux et avec d'autres. Merci beaucoup à tous les intervenants, à l'audience aussi qui était là ce soir. Et voilà, je pense qu'on a un beau message d'espoir quand même pour l'officine, pour les jeunes générations. Et voilà, un excellent moment partagé avec vous tous. Merci beaucoup. Merci.